que je jubilais quand j'entendais des personnes, des groupes d'amis, où il y avait un blanc au milieu de personnes dites racisées, et je les entendais quand on arrivait dire « Oh, t'as qu'à dire que ton père est noir, comme ça tu pourras rester avec nous ». Et ben, je prenais un malin plaisir à dire « Non, tu es blanc, prouve-moi que tu es racisé, tu peux pas me le prouver, alors tu t'en vas ». Je pense à toutes ces féministes intersectionnelles, malheureusement pour elles blanches, hétérosexuelles, cisgenres, qui ne peuvent même pas se plaindre de l'islamophobie, car non croyantes. Je me dis qu'elles n'ont pas conscience d'être les prochaines sur la longue liste de la déconstruction, et que montrer patte blanche aujourd'hui ne fait que momentanément retarder leur tour. Quoi qu'elles en pensent, elles seront bientôt les prochaines sur la liste. Nora Bussini, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste d'investigation pour Le Point et pour Franc-Tireur, et vous publiez Les Nouveaux Inquisiteurs, l'enquête d'une infiltrée en terre woke chez Albin Michel. Pourquoi avez-vous écrit cela ? Oh là là. Eh bien, c'est le fruit d'un déclic. Un déclic qui est survenu le 8 mars 2022. J'écrivais pour Marianne à l'époque, et donc le 8 mars est la Journée internationale des droits des femmes, et l'un des messages les plus importants de cette manifestation, qui est un message, qui est une cause qui me tient à cœur, c'était la lutte contre la violence faite aux femmes. Et donc, on pouvait voir lors de cette manifestation une myriade de pancartes qui disaient qu'il fallait absolument lutter contre ce fléau, que des femmes mouraient chaque jour sous les coups de leurs conjoints, que les femmes étaient plus propices à subir des violences. Et à cette manifestation, moi, je me suis retrouvée à enquêter sur un point qui m'a paru même impossible lorsque j'ai recueilli les témoignages des victimes et les interviews, vérifié les vidéos. C'est qu'à cette manifestation, des femmes ont été tabassées, rouées de coups, exfiltrées, parce qu'elles étaient accusées d'être transphobes. L'idée n'était absolument pas que je débatte si oui ou non leurs propos étaient transphobes, c'était plutôt de voir une foule en liesse qui cautionne le fait de tabasser des femmes pendant la Journée internationale des droits des femmes. Et je me suis dit, mais par quelle dissonance cognitive on en arrive à non seulement accepter ça, à louer ça et à féliciter les auteurs et autrices de ces coups, justement. Et j'ai voulu comprendre. Moi, j'ai essayé. En parallèle, j'ai interviewé pour Le Point plusieurs anciens militants des luttes LGBT, antiracistes et féministes, qui tous avaient un rapport très angoissé au fait qu'on puisse les reconnaître, au fait de s'attaquer, de dénoncer ce qu'ils avaient pu observer, alors qu'ils étaient quand même très jeunes. Et moi, quand j'essayais d'échanger avec des associations, à chaque fois, ça ne coupait pas. J'écrivais pour Le Point et Marianne, qui étaient des journaux fascistes, d'extrême droite, transphobes, racistes, j'avais le droit à tout. Et donc, en fait, le dialogue n'était pas possible. Et c'est là que je me suis dit, je pense que pour avoir les réponses que je veux avoir, pour comprendre ce qui se mue exactement dans l'esprit de ces militants, ça devrait être sur le terrain, sans qu'ils sachent qu'ils s'adressent à une journaliste. Alors, vous avez parlé de la question du transgenrisme, et je pense que c'est sans doute une des lignes de tranchée les plus profondément ancrées dans la bataille culturelle actuellement, entre d'un côté celles qui disent qu'est-ce qu'une femme, il n'y a pas de définition particulière du terme de femme. C'est déjà la ligne de Judith Butler dans les années 90, où elle dit il faut un féminisme sans femme, pas dans ces termes-là, mais c'est la même idée. Et de l'autre côté, des personnes qui disent il y a une réalité biologique de la femme, si on obscurcit cette dimension-là, on obscurcit aussi la réalité de la femme telle qu'elle est. Qu'est-ce qui s'est passé dans la durée ? On a vu, pour ne pas froisser la catégorie du transgenre, un certain nombre de termes de vocabulaire être mobilisés pour désigner le mot femme, la personne femme, sans utiliser le mot femme. Et on a vu des termes, mais qui hier encore auraient été l'apanage unique des misogynes les plus endurcis, comme personne qui menstrue. Personne à utérus. Personne à utérus, on peut essayer de tous les faire. Corps avec un vagin. Oui. Personne qui saigne, j'ai déjà entendu cette variante-là. C'est vrai. Personne à clitoris. Personne à clitoris. Bon, et ça, c'est un renversement que j'ai trouvé saisissant, qui moi aussi m'a passionné. Je me suis demandé, mais comment se fait-il qu'ils ne perçoivent pas cette contradiction pourtant criante et insécable d'un féminisme sans femme, et même d'un féminisme qui va culminer dans l'abolition du sport féminin, parce que concrètement, on va laisser des hommes qui se déclarent femmes juste avant des compétitions, dans certains cas, gagner les premiers prix. On a vu des débats très complexes, des cas de nageuses qui mettaient 2 secondes et demie à la deuxième parce qu'ils avaient un corps masculin. Et on voit un féminisme qui culminait en l'abolition du sport féminin, et ça m'a vraiment
beaucoup surpris à titre personnel. Je ne sais pas si vous avez vécu le même sentiment aussi. Moi, je l'ai vécu. Alors, moi, il s'avère qu'en plus, je m'entends très bien avec des personnes trans qui, elles, ne se reconnaissent absolument pas dans les prises de position et les combats transactivistes. C'est ça que j'essaye vraiment de faire attention. Beaucoup me l'ont rappelé en me disant attention, on est des personnes trans, on aspire juste à une vie lambda et on ne se reconnaît pas. Et l'exemple que vous prenez justement en employant un jargon qui efface le mot femme, mais ça fait pousser des cris d'orfraie à énormément de monde, même dans la communauté dite LGBT. En tout cas, c'est ce que j'ai constaté. Je crois que le point culminant, moi, mon déclic, ça a été J.K. Rowling. Il s'avère vraiment que c'est une de mes autrices favorites. J'ai grandi avec Harry Potter et j'ai voulu écrire parce que j'ai lu Harry Potter. Et en fait, quand j'ai vu qu'on était capable d'effacer le travail d'une femme, et ça a été le cas, il y avait une exposition, si je ne me trompe pas, à New York, où on lui a refusé l'accès. C'est une exposition dédiée à Harry Potter, quand même, son œuvre, parce qu'elle était accusée de transphobie. Là, je me suis dit qu'en fait, on arrive au plus dur de l'antiféminisme, sous couvert, justement, d'une forme de néo-féminisme, qui en tout cas, moi, ne me convient pas, parce que dès lors qu'on invisibilise, on violente des femmes, c'est pas du féminisme pour moi. Bien sûr, et le moment de J.K. Rowling, donc, qui date d'il y a quelques années, a été à certains égards, je trouve vraiment très symbolique, parce que c'était déjà une des... On a un camion qui avance, il y a des choses qui passent en dessous qui sont écrasées, et J.K. Rowling, c'était quand même un gros morceau, et ça a un peu fait dérailler le camion. On peut difficilement digérer aussi facilement l'annulation de J.K. Rowling que d'une prof lambda ailleurs. Et l'exemple que vous avez pris tout à l'heure en citant mon livre, à Dijon, dans une des manifs, c'est exactement ce qui s'est passé. Il y a eu le discours d'une femme trans, donc une femme transgenre, pour rappeler, c'est une personne né-homme qui a transitionné pour devenir une femme transgenre, qui a fait tout un laïus. C'était une manifestation interdite aux hommes, hein, donc désolé, vous ne seriez pas pu venir. Et à cette manifestation, elle a fait tout un discours en disant mais en fait, le féminisme ne peut plus être incarné par des femmes. Ce n'est plus possible, ou alors que par des femmes trans. Mais aujourd'hui, les femmes, et les femmes cisgenres, ne peuvent plus comprendre et représenter le féminisme. Et donc, elle a eu un tonnerre d'applaudissements pour ces propos-là. Et là, moi, j'étais là en train de me dire, mais en fait, on y est. Et je crois qu'elles ne se rendent pas compte, toutes celles qui vont applaudir ça, quelles sont les prochaines, en fait, finalement. C'était pour ça que, justement, cet extrait-là, j'y ai pensé immédiatement. Bien sûr. Et sur Rowling encore, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'était toute une génération face au seul livre que cette génération avait lu. Donc il y avait vraiment, on dit souvent que le wokisme veut tuer le père, mais là il a tué la mère en l'occurrence. Et il y avait ce truc, la seule figure qui nous réunit, le seul univers qui nous réunit, et on va abolir cet univers-là. C'est ça, et un univers qui était en plus, on ne peut pas lui reprocher de ne pas être inclusif, alors on a essayé de lui prêter tous les propos, mais on lui a reproché qu'Albus Dumbledore soit subtilement homosexuel, on lui a reproché de mettre Hermione Granger en Mademoiselle Je sais tout, et justement, J.K. Rowling s'était pris des torrents de haine parce qu'elle avait été ravie qu'une femme noire incarne Hermione Granger dans la pièce de théâtre de la suite d'Harry Potter qu'elle avait faite. Donc en fait, on ne peut pas prêter un procès en conservatisme, ou même en réactionnaire à J.K. Rowling. Et ce qui était amusant, c'est que les mange-morts, déjà, l'idée des mange-morts, c'est le nazisme en fait. C'est-à-dire qu'il y a une fascination pour la pureté. Dans les films, ils sont joués par des blonds aux yeux bleus. Ah, oui. Il y a toujours cette dimension-là. Et alors, moi, il y a une autre contradiction frontale qui, je pense, là aussi, c'est la deuxième tranchée la plus grande, je dirais, dans cette bataille culturelle. C'est sur le rapport à l'islamisme. Oui, bien sûr. Et moi, ça m'intéresse aussi d'avoir votre perspective dans tous les sens du terme, qui est que vous décrivez dans l'ouvrage, le fait que sur votre généalogie, elles ont été nombreuses à avoir été voilées de force. Oui, c'est ça. Et que ça a motivé une part de votre engagement. Et il y avait là-dessus un roc, si vous voulez, sur lequel le wokisme ambiant butait, où là, vous vous disiez, bon, là-dessus, je ne suivrai pas le mouvement. Je sais ce que c'est que d'avoir été voilé de force historiquement, et je ne veux pas qu'on puisse reproduire ça par féminisme. C'est tout à fait ça. Et justement, là, vous avez pris les deux exemples qui ont été les plus durs de mon livre. Quelques mois après l'enquête, la première question que je me suis posée, question que je ne m'étais jamais posée avant, c'est mais qu'est-ce qui fait de moi une femme? Est-ce que je suis vraiment une femme? Question que je ne m'étais absolument jamais posée. Deuxième question, c'était est-ce que je n'ai pas une islamophobie internalisée et qu'il faut que je déconstruise peut-être au bout de quelques temps d'infiltration. Parce que je questionne le port du voile. Et qu'en plus, je le pose à la question de la laïcité, et justement parce que la question de l'islamisme est un sujet, oui, c'est un sujet qui me touche. Et ces deux questions-là, je ne me les étais absolument jamais posées. Et alors, certains vont vous dire que c'est très bien. Moi, c'est ce qui a vraiment cessé de mettre une forme de culpabilité et de perte d'identité à ça et pléthore d'autres choses durant cette enquête.
Alors, sur la question de l'islam, il y a eu un moment, me semble-t-il, charnière dans l'histoire de la gauche récente, qui est l'affaire du foulard de Creil en 89. L'année 89 est d'ailleurs symboliquement riche en événements. Donc, il y a la chute du mur de Berlin. Il y a Fukuyama qui écrit son premier article sur la fin de l'histoire, espèce d'utopie ce sera la fin de l'histoire au sens la fin des grands débats idéologiques. On voit qu'on a des grands débats idéologiques aujourd'hui, que ce soit l'islam, le populisme ou le wokisme. Et c'est aussi à ce moment-là Kimberlé Crenshaw rédige son premier article sur l'intersectionnalité. Elle récidive comme Fukuyama en 91 avec une deuxième écriture sur le même sujet. Et sur le foulard de Creil en 89, il y a eu un clivage qui est-ce que le plus important pour nous, personnes de gauche, c'est le féminisme, l'universalisme, le rationalisme, la laïcité, le rapport homme-femme traditionnel qu'on a eu souvent en France, qui est une spécificité française aussi, ou une autre idée qui a fait son chemin à gauche, notamment via les courants postmodernes, qui est la fascination pour la figure de l'autre, avec un grand A. Tout ce qui n'est pas nous est génial. C'est-à-dire, vous êtes génial parce que vous n'êtes pas comme nous, et nous, on est moins bien parce qu'on est comme nous, et ce serait bien de trouver différent, et tout ce qui est différent est mieux, la diversité, etc. Et le mouvement queer là-dessus est le plus clair et évident, c'est-à-dire que tout ce qui est une nouvelle lettre, encore plus nouvelle dans l'acronyme, est toujours un peu plus chic et plus subversif que les lettres du début. Il y a toujours une course à la différenciation dans le temps. Et sur la question de la religion, il y a la question de l'islam qui est une culture, un exotisme, une culture étrangère qui est forcément plus intéressante que nous, qui a des choses à nous apprendre sur nous-mêmes, etc. Et ce qui aurait pu être dans un premier temps, je dirais, une simple critique du tribalisme en politique et une simple fascination ou intérêt, curiosité pour le monde extérieur, c'est muet en haine de soi dans la durée. Et en 89, on a d'un côté Marcel Gauchet, Alain Finkielkraut, etc., qui tombent du côté de laïcité, universalisme, rationalisme, etc. Et une autre part de la gauche qui rentre progressivement dans ne pas faire le jeu d'eux, et toutes ces logiques conséquentialistes, et la fascination pour l'autre. Et je trouve qu'aujourd'hui, on voit l'aboutissement de ça. On a encore ce clivage, ce même clivage au sein de la gauche, entre ceux qui s'inquiètent de l'islamisme politique et ceux qui voient l'islamophobie absolument partout, dans la moindre critique de l'islamisme. Vous êtes d'accord avec cette analyse globalement ? Je trouve qu'elle est très intéressante, effectivement, parce que on le voit, cette culpabilité perpétuelle et cette peur de tomber dans l'islamophobie. Et je pense que c'est cette culpabilité qui leur a fait fermer les yeux sur les choses les plus graves possibles. Là, on le voit, le Conseil contre l'islamophobie en France, qui a été donc dissous, enfin, qui s'est autodissous, et qui est devenu le Conseil contre l'islamophobie en Europe, a réalisé un film là qu'il diffuse dans plusieurs villes de France, justement en disant la loi, alors là en l'occurrence la loi de 2004 sur le port du signe religieux en France, ils font 20 ans d'un bilan et ils interviewent beaucoup de jeunes femmes. Et surtout sur la question, comme ils disent, des lois liberticides de la laïcité. Et moi, c'est vraiment quelque chose auquel j'ai été confrontée dans les luttes, c'est que pour eux, la laïcité, elle est de facto islamophobe. Et d'ailleurs, dans des enquêtes que j'ai faites, notamment pour Le Point pour Franc-Tireur, sur ce qui s'est passé à Sciences Po, passons le cas du 7 octobre. Peu après, on le sait, on a eu l'assassinat de Dominique Bernard. Il s'avère qu'il y a des étudiants de Sciences Po qui ont décidé de rendre hommage à Samuel Paty, Dominique Bernard, dans l'établissement de l'IEP de Paris, et qui avaient collé des affiches. Elles ont été saccagées, et ce qui leur a été reproché, c'était d'être islamophobes. Incroyable. Alors qu'en l'occurrence, c'était des étudiants, moi je les connais, je ne peux pas révéler leur nom comme ça, mais les papiers, il y en a qui ont témoigné en plus à visage découvert pour en parler. Eh bien, ils ne faisaient que rappeler la laïcité et rendre hommage à des professeurs qui sont décédés et qui ont été assassinés. Ils ont été accusés d'islamophobie. Et justement, ils ont été directement, c'était de l'islamophobie, il fallait saccager ça. Et pourtant, c'était qu'un message laïque. Et on peut citer là aussi, parce que c'est un exemple très concret, de Klaus Kinsler, à l'IEP de Grenoble, qui lui, quelques mois après la décapitation de Samuel Paty, avait été affiché sur les murs de l'IEP avec l'accusation d'islamophobie. On sait que l'accusation d'islamophobie tue aujourd'hui. C'est tout à fait. Cible dans le dos. Exactement. Encore plus d'enseignants. Et quelques mois après Samuel Paty, pour le coup, le geste est clair, ou en tout cas, le risque est assumé. Et par ailleurs, il a été placé sous protection policière, ce qui montre qu'au moins la police a pris le risque au sérieux. Oui. Et ce qui était fou, justement, dans l'enquête, c'est qu'une des jeunes femmes qui a témoigné pour moi, elle m'a montré les échanges qu'elle avait eus avec le collectif des colleuses contre les féminicides. Donc on les voit, c'est les collages qui sont affichés dans les murs de toutes les villes de France. Maintenant, elles sont quand même assez connues. Elle, c'était une jeune femme qui avait voulu rejoindre les colleuses
Et en fait, il y a eu l'assassinat de Samuel Paty. Et ce qui s'est passé, c'est que directement, ces colleuses avaient fait, alors moi j'ai lu les messages, avaient fait des collages en disant non à l'islamophobie pour dénoncer l'islamophobie. Il n'y avait pas de collage en hommage à Samuel Paty. Incroyable. Et là, elle qui devait faire ses premières armes, entre guillemets, enfin, si je puis dire, au sein des luttes, elle leur dit, mais attendez, mais je ne comprends pas, enfin, quel est en termes de timing, là c'est bizarre. On a quand même Samuel Paty, là pourquoi vous faites ce collage-là? Et du coup, moi j'ai retranscrit l'entièreté de leurs échanges privés dans le livre. Parce que là, ça a créé un déclic, ça a créé des déclics justement, et c'était le sien aussi. Ouais, ça c'est particulièrement intéressant, et vous avez parlé de culpabilité. Je pense que c'est un des fils rouges de votre ouvrage. Oui. Et ce qui m'a intéressé, c'est que vous discutez avec un psychanalyste de la Fondation Jean Jaurès qui s'appelle Ruben Rabinovitch, qu'on salue, qui est particulièrement intéressant et très pertinent sur ces sujets. Et il y a plusieurs émotions qui vous traversent, parce que vous êtes vous-même un objet d'étude de l'ouvrage. Oui. Et on les fera dans l'ordre, mais la première, c'est vraiment la culpabilité. Exactement. Et il y a ce sentiment où, selon lequel vous êtes baigné dans un milieu culturel, et comme une éponge qui absorberait de l'eau, passé un certain temps, vous êtes lourde de culpabilité, et elle vous a vraiment pénétré par toutes les pores, et vous êtes coupable jusqu'à l'os, où vous parlez à Ruben en lui disant « Est-ce que j'ai raison de faire ce que je fais ?» Il y a une remise en cause assez profonde. Est-ce que vous pouvez nous reparler de ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Bien sûr, en fait l'image est très très belle. J'ai réellement passé 1 an à culpabiliser. Alors j'entends très bien que si c'est le propre de toute forme d'immersion, tout journaliste d'investigation qui sous une fausse identité, bien sûr, là ça c'est évident. Toutefois, moi, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai passé 1 an à culpabiliser, à me dire, mais est-ce que ce n'est pas moi qui ai tort? Parce que je partais déjà avec l'idée de dire que moi, je suis très engagée contre les discriminations, c'est ce que je disais tout à l'heure, je me considère comme féministe. J'étais très sensible aux causes initialement défendues de ces luttes-là. Et du coup, je me suis dit, eh bien, je vais faire comme beaucoup de jeunes. Et c'était un petit peu aussi le deal avec ma maison d'édition, c'était m'abreuver. Donc je passais des heures par jour à écouter les podcasts que des jeunes vont écouter, à m'abonner à absolument tous les comptes militants sur les réseaux sociaux et à regarder l'entièreté de leur story. En plus, généralement, c'est des gens comme eux qui lisent très peu, ou alors ils vont lire des résumés de slides Instagram en 10 slides, c'est 10 petits posts, voilà, à passer qui résument l'idée d'un livre. Kimberlé Crenshaw, je ne pense pas que beaucoup l'aient lu. Bien sûr. Mais elle est très bien résumée. Et d'ailleurs, c'était fou parce que Kimberlé Crenshaw, elle-même, là... Juste pour expliquer, c'est celle qui a théorisé l'intersectionnalité. L'intersectionnalité, exactement. Et qui, elle, disait, mais quand on me donne aujourd'hui la définition d'intersectionnalité, je ne reconnais plus l'idée que moi j'avais mise en avant. Et ça qui est intéressant quand on voit à quel point elle est tellement surexpliquée et surprésentée. Oui. Et comme moi j'ai passé 1 an à me dire, mais est-ce qu'il ne faut pas aller vers tous ces excès-là pour peut-être faire avancer les choses? Et peut-être que c'est moi qui me trompe. Et j'en étais à me dire, est-ce que je rends cette enquête? Est-ce que je la termine? Est-ce que je sors ce livre? Si je n'avais pas signé ce contrat-là, incroyable. Et ben, je l'aurais peut-être pas. Je ne sais pas si je serais allée au bout. C'est intéressant parce qu'en soi, la culpabilité, ça n'est pas un argument. C'est un sentiment. Je n'ai pas démontré que quelqu'un avait raison parce qu'il y avait une culpabilité. Et pour autant, ça anesthésie l'argumentation. Bien sûr, mais quand on passe 1 an à vous dire que vous êtes privilégié, déjà, on doit se présenter, on en reparlera. Sans doute, un des termes les plus présents, c'est le mot privilège. Et comme moi, je passais mon temps à me dire, mais peut-être qu'effectivement, comme je suis privilégiée, on dit, voilà, déconstruire son privilège, être un bon allié, c'est quand même des termes très forts déjà. Et bien moi, j'en venais à me dire, mais est-ce que mes privilèges ne m'aveuglent pas? Est-ce qu'ils n'ont pas raison? Alors effectivement, moi, je peux dire que je suis racisée, mais même... Ça, on en reparlera aussi, mais même intra-racisé, il y a des privilèges. J'ai la chance, comme on m'a expliqué encore une fois en immersion, d'avoir un bon white passing. Ressembler à une blanche, et on ne peut pas déceler immédiatement que je suis une personne dite racisée. Et que par conséquent, ça me donne des privilèges qui font que moi, je ne subis pas les discriminations comme d'autres peuvent les subir. Ce qui est incroyable, c'est qu'on va en revenir à mesurer la taille du crâne par antiracisme et pour hiérarchiser les races. Dans les idées des luttes militantes contre la grossophobie aux États-Unis, c'est exactement ça. C'est ce que m'expliquait ma consoeur Gabrielle Dédier. Et elle m'expliquait que justement, nous-mêmes, je l'ai vu, quand on se réunit, on peut se mettre en rond et on recule d'un pas à l'énonciation d'un privilège pour laisser la parole d'abord aux personnes les plus opprimées. Aux États-Unis, dans les Fat Studies et les luttes militantes contre la grossophobie, ils se mesurent le tour de taille et les personnes qui ont le tour de taille le plus conséquent vont avoir la parole en premier, et ainsi de suite, parce qu'il y a le privilège mince. C'est incroyable. Et sur la culpabilité, il y avait un élément qui m'intéressait. C'est, encore une fois, dans sa capacité à anesthésier la réflexion. C'est une drogue. C'est comme l'opium pour la douleur, en fait. Oui. Et
Moi, quand j'ai lu Robin DiAngelo, qui est une des woke les plus connues aux États-Unis, j'avais lu son dernier livre qui s'appelle Nice Racism. Dans le livre d'avant, White Privilege, elle accusait tous les Blancs d'être racistes. Et là, elle a élargi ou circonscrit, je ne sais pas dans quel sens il faut voir les choses. Dans le livre d'après, elle traite plus particulièrement les progressistes blancs, en disant c'est eux le plus gros problème, etc. Et en lisant le livre, qui ressemble vraiment beaucoup plus à la lecture de quelqu'un qui est chef d'une secte, plutôt qu'une argumentation, elle fait des listes. Elle fait des listes. Elle dit désormais sera raciste, 2 points. Elle n'explique pas pourquoi. Caresser les cheveux d'une personne noire en disant qu'ils sont magnifiques, ou complimenter quelqu'un, vraiment tout est raciste. Et sera antiraciste, 2 points, elle fait une liste. Donc, c'est très, très impressionnant. Et là, je me suis dit, bon, le fond est tellement peu intéressant, alors qu'on a tous les deux lu plein de choses sur le wokisme. On cherche à trouver des choses intéressantes à dire, mais parfois, c'est vraiment pas évident. Là, je me suis dit, bon, sortons de l'analyse rationnelle et de l'argumentation, parce que le fond est ailleurs, manifestement. Quel est le profil psychologique de la personne qui va prendre ce livre en bibliothèque et qui va se dire, c'est pour moi, ça m'intéresse. Et je me suis dit qu'en fait, il fallait un conditionnement psychologique préalable qui était quelqu'un qui avait baigné dans un bain de culpabilisation et qui allait se dire, chouette, je vais pouvoir découvrir 20 000 nouvelles façons par lesquelles je suis coupable. Exactement. Et là, je me suis dit, en fait, la culpabilité arrive avant, la rationalisation arrive peut-être après. C'est exactement. Et c'est ces mêmes lecteurs que moi j'avais dans des manifestations où on triait les gens sur la couleur de peau et dont la docilité des personnes blanches était ahurissante, puisque c'était immédiatement qu'ils s'excusaient, qu'ils quittaient leur groupe d'amis, leur conjoint dit racisé, pour aller se mettre en fin de cortège, pour les laisser entre eux et en s'excusant. Moi, j'ai eu des excuses vraiment insistantes en disant pardon, mais c'est vrai, je ne me rendais pas compte, désolée d'être restée juste dans la rue à cet endroit-là, parce que c'était un endroit où les Blancs n'avaient pas le droit d'être. Et c'est ces personnes-là qui vont lire. Et vous avez employé 2 termes qui sont intéressants. Le premier, c'est les listes. Moi, les listes, je les ai vues faire. C'est absolument le propre de ces luttes, c'est de faire des listes. Des listes de gens problématiques. Là, on le voit encore aujourd'hui avec le block-out. Le block-out, c'est un phénomène qui naît des réseaux sociaux et qui est de dire nous devons bloquer, donc non seulement supprimer, mais bloquer toutes les personnes que l'on va vous lister qui ne sont pas assez, qui soit ne se sont pas engagées, soit qui n'ont rien dit sur la question palestinienne. Donc on fait des listes de stars, on fait des listes de gens connus, des listes de journalistes, des listes de tout ce que vous voulez pour réduire l'influence. Deuxième point que vous employez, c'est le côté sectaire. Réellement, factuellement, le propre d'une secte qui est très facile d'y rentrer, très difficile d'en sortir. C'est vrai. On perd tous ses amis. Il y a une question, un aspect aussi financier. Absolument tout ce que j'ai constaté d'ailleurs, c'est ce qui m'avait aussi donné envie d'écrire ce livre. Quand je vous dis tout à l'heure que j'ai rencontré des jeunes militants qui étaient revenus des luttes, j'avais l'impression d'être face à des personnes sorties de secte. Parce que soit c'était une panique totale à l'idée de pouvoir être reconnaissable et de dire mais mon Dieu, j'ai encore des amis dedans, peut-être qu'ils ne vont plus vouloir me parler s'ils savent que c'est moi je veux quand même garder quelques contacts. C'est souvent des jeunes quand même qui, en tout cas en France, par Parcoursup, se retrouvent un peu catapultés dans des villes de France où ils connaissent personne et où ils se disent tiens, c'est sympa de rejoindre cette asso militante parce que moi aussi je veux me faire des amis. Voilà, j'ai envie de me faire des amis. Moi, oui, c'est vrai que je suis contre les discriminations. J'ai bien envie de m'engager avec eux. Puis mince, on observe une certaine radicalité dans ce qui se passe. Puis il y a des choses qui n'en veut pas, mais on n'ose pas les dire parce qu'on se dénonce beaucoup entre nous quand même. Parce que vous comprenez, il faut que on dénonce des propos problématiques. On ne dénonce pas quelqu'un. Moi, c'est ce qu'on m'expliquait. C'est on dénonce pour pouvoir encore mieux déconstruire la personne. C'est dénoncer l'acte problématique. Et alors aussi, il y a aussi l'aspect financier qui est de dire, en tant que privilégié, c'est important de faire des dons dans des cagnottes pour des personnes dites précaires. Parce que l'idée de précarité, elle est vraiment, c'est une oppression face à une personne privilégiée. Ça allait jusqu'à des privilèges de détenir un ordinateur portable. C'est un privilège parce que tout le monde n'a pas à la disposition un téléphone, un ordinateur portable, là où d'autres l'ont. Et ça, on revient à la culpabilisation. La fonction de ça, exactement. C'est parce que vous remarquez que la rhétorique du privilège dans le livre, c'est un des codes triches pour hacker le jeu avec ces gens-là, ou si vous voulez les faire taire, vous listez les privilèges. J'étais au salon J'étais au salon du livre de Genève. Avec des gens bien. Avec des gens très très bien, qui s'appellent Xavier Fitoussi et Pierre Valentin, je ne sais pas si vous les connaissez. Je crois. Et donc nous faisions une conférence, et je ne dirais pas la grande maison d'édition dont 2 personnes nous ont pris à partie après, se sont mis à s'en prendre à vous et à Samuel Fitoussi. Moi je trouve que c'est vraiment un exemple criant, parce qu'ils n'avaient absolument pas lu nos livres, à peine entendu ce que nous disions, et qu'il y avait plus pourtant vraiment la grosse majorité de personnes, tout public venues. Et moi j'étais en dédicace avec des lecteurs. Et après, ces 2 dames qui appartenaient à la maison d'édition et qui avaient entendu ce qu'on disait, après vous avoir hurlé dessus, viennent me hurler dessus à moi et en disant mais alors vous, en tant que femme, mais c'est dégueulasse, vraiment, c'est dégueulasse de vous dire trahissez ça. La cause. Vous trahissez la cause, elle l'a répété à plusieurs reprises. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai joué la carte +4 au Uno, c'est-à-dire de dire, attendez, excusez-moi, c'est 2 femmes blanches qui viennent dire à une racisée qu'elle est dégueulasse, mais c'est pas raciste, elles ça? étaient mal à l'aise. Et là, qu'est-ce qu'elles ont fait? Vous avez vu? Elles sont parties. Sont parties. Directement.
Ben Bien voilà. sûr. Et donc on y est en fait, on y est, et on en reparlera encore, mais la Pride radicale, c'était ça. La hiérarchie dans les pires oppressions, c'était la personne racisée devant la personne trans, même si elle est blanche. Mais il y a une réflexion à avoir quand même sur l'instabilité quand même de ce paradigme, Ah, bien qui est sûr. que si dans un jeu, ça peut être au Monopoly ou un jeu social comme le Mhm. wokisme, on peut tricher aussi facilement, globalement dans la durée, les gens arrêtent de jouer. Parce Mhm. qu'il y aura des mauvais acteurs, des gens de mauvaise Mhm. foi qui vont arriver, qui vont comprendre comment parasiter la chose et tricher. Ouais. Et je trouve ça intéressant parce que c'est précisément ces mondes militants-là qui sont le plus susceptibles déjà à l'infiltration. Vous, Ouais. vous êtes arrivé et ça a été un peu dur au début, mais globalement vous êtes Oui. adapté assez rapidement Bien à. sûr. Vous avez Et moi, trouvé j'étais actrice en plus. leurs donc je quelques participais. slogans, C'est quelques ça. mots-clés, Oui. mots privilèges, etc. Et c'est aussi ces gens-là qui sont facilement parodiés. Il y avait Ah, par bien exemple sûr. le conte satirique Titania McGrath Oui, c'est vrai. qui avait réussi à prédire à de nombreuses reprises quelle serait la ligne woke à l'avenir. Donc, Voilà. par exemple, elle avait fait un tweet il y a quelques années sur, dans Mary Poppins, quand elle descend dans la cheminée, elle fait un blackface. C'est très mal. Ah. Et le New York Times, 6 à 18 mois plus tard, avait fait le même article au premier degré. Ah, je savais pas du tout Donc ça. dans le wokisme, la parodie n'est qu'une prophétie à chaque Ouais, fois. c'est intéressant. Et en fait, quand on peut tricher à un jeu, le jeu finit par exploser. Mais bien sûr. Et puis, tout est propre. Moi, je le sais, j'ai tellement de lecteurs qui m'écrivent en me disant « Mais qu'est-ce que j'ai ri en lisant votre livre ?» En même temps, quand on voit une personne qui fait 1m80, qui est barbue, en rose, et qui me dit « Moi, mes pronoms, c'est AL et je m'appelle Pensée. » Et cette personne-là fait partie des organisateurs qui doit gérer 40 000 personnes dans les rues de Paris pour la Pride radicale. Bah oui, ça fait rire. Autre exemple, si je peux me permettre de le raconter, manifestation interdite aux hommes cisgenres. Donc, désolée si je vous mets genre, mais comme vous. Tout à fait. Donc à Dijon, c'est très clair, c'est vraiment affiché partout. Interdit aux hommes cisgenres. On arrive à la manifestation, il s'avère que ce soir-là, à Dijon, Monsieur Gérald Darmanin était invité, je crois, par la mairie, si je ne me trompe pas. Alors là, ça avait fait péter un câble à absolument tous nos antifas, anti-flics et tout ce que vous voulez, qui étaient déterminés à en découdre. Donc on voit arriver, donc on est avec les organisatrices, et on voit arriver un groupe d'hommes masqués, avec des bombes lacrymo, je ne comprends pas tout ce qu'ils ont, et ils ont l'air vraiment assez remontés. Moi, je vais voir les organisatrices et je leur dis, excusez-moi, mais là, il y a un groupe d'hommes qui vient d'arriver. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? C'est interdit aux hommes. Et là, qu'est-ce qu'elles m'ont répondu? Elles étaient hyper embarrassées. Elles disent, ouais, mais en fait, on ne peut pas présumer de leur genre. C'est hyper violent si on va les Là, voir. on peut tricher. Voilà, c'est hyper violent si on va les voir et parce que ça se trouve, on peut peut-être les mégenrer. Non, on ne peut pas faire ça comme ça. On va se contenter de rappeler que c'est interdit, ils partiront d'eux-mêmes. Non seulement, évidemment, ils ne sont pas partis, évidemment, ça a été un désastre dans les rues, et ça, les Dijonnais l'ont confirmé dès le lendemain. On reviendra sur la Pride radicale plus tard, bien parce sûr. que c'est vraiment C'est un peu le... c'est le nerf de la guerre et ça Ouais. pose plein de questions fascinantes et ça fait le pont entre nos ouvrages à bien des égards. Mais avant d'aller là-dessus, je voulais qu'on s'arrête encore un instant sur la notion de secte, bien qui je sûr. trouve très pertinente. Dans les sectes, l'exclusion est une possibilité incessante. Et fédère, Et à absolument. l'instar de l'ennemi commun dans George Orwell. Exactement. Et c'est en effet un très bon parallèle. Moi, j'avais coutume de dire, vivre dans des milieux inclusifs, c'est frôler quotidiennement l'exclusion. Et ça, tout votre livre, à chaque page, on voit que la menace de l'exclusion Ah oui, est présente, mais vraiment juste là dans leur Mhm. esprit, et ils savent que ça peut se finir du jour au lendemain. D'où le fait de suivre la ligne C'est ça. au pointillé près. Et également, si on prend l'exemple du monde trans, il y a beaucoup de blogs en ligne qui vont, et de réseaux sociaux et de sphères numériques qui vont dire aux jeunes qui cherchent à transitionner, si vos parents ne vous soutiennent pas dans cette démarche qui, dans certains cas, est de trouver des docteurs compatissants pour de donner des médicaments, pour avoir des chirurgies, etc. Si vos parents ne vous soutiennent pas, c'est le moment de changer de parents. Et là-dessus, je on a, sais pas. on a vraiment un élément proche du monde sectaire qui est de couper la relation, comme vous l'avez dit, avec les amis, Ouais. mais aussi parfois avec les parents, et essayer de couper ce lien affectif pour avoir un individu ensuite plus isolé, plus dépendant des relations au sein de la secte et moins capable de partir parce que le coût social augmente au fur et à mesure qu'on a coupé au ciseau tout ce qu'il y avait Oui. autour socialement de l'individu. Et ça va exactement avec ça quand en plus ce sont des étudiants. Alors ça, je ne le savais pas pour les... Parce que c'est vrai qu'il y a des parents qui partent parfois être très violents avec leurs enfants qui peuvent être... Bien sûr. leurs enfants, alors quand ils sont enfants, c'est une autre question, la question de la transidentité sur les enfants. Mais en tout cas, je veux dire, pour même des parents qui peuvent être très durs, très Oui, oui. violents, ça c'est indéniable. Mais c'est vrai que l'idée de couper de la famille, moi je l'ai vu réellement, plus sur un autre angle, c'est le père en tant que figure problématique parce que homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, toujours mon père est de droite, mon père est pro-flic, c'est horrible. Moi, je ne peux plus dialoguer avec mon père. On le voit avec la figure de l'oncle raciste. On voit beaucoup comment les repas de famille
que ce soit Noël, notamment la période de Noël, c'est vraiment on fustige toutes ces périodes-là. Alors oui, je peux entendre que ça peut y avoir des moments très violents, mais c'est des moments aussi malheureusement propres à la famille et propres au débat. Je ne suis pas du tout en train de mésestimer les violences intrafamiliales, absolument pas. Je dis juste qu'en fait, il y a vraiment ce côté où on peut couper de la famille, on peut couper des amis, on peut couper de beaucoup de choses. Et c'est beaucoup de jeunes où il y a juste c'est servi sur un plateau d'argent, puisque c'est des jeunes qui sont totalement parachutés avec une nouvelle faculté dans laquelle ils vont faire un nouveau parcours étudiant. Donc forcément, ils ne sont pas du tout dans leur ville d'origine. Ils ont perdu tous leurs copains qui, eux, sont partis dans d'autres villes. Ils sont loin de leur famille, ils ne peuvent pas rentrer souvent. Effectivement, on se refait une nouvelle famille. Alors, justement, sur ça, cette notion de famille m'intéresse énormément parce qu'il y a une idée qui est partiellement présente chez Émile Durkheim, mais je ne voudrais pas lui faire dire des choses qu'il n'a pas dites, qui est que lorsqu'on a une atomisation sociale forte, on a un conformisme idéologique qui augmente. Oui. Et là où je trouve que ça va dans le sens de ce que vous dites, c'est que ceux qui, par exemple, viennent d'ailleurs et viennent à la fac, par définition, c'est un monde dans lequel le corps social change tout le temps, chaque année, tout le temps. C'est une atomisation de fait, on se fait des amis dans la promo, mais certains partent en échange, d'autres reviennent, et tout change tout le temps. Donc il y a une instabilité sociale, disons. Et lorsque sa deuxième famille, comme on dit pour la famille militante, devient sa seule famille, à ce moment-là, le coût social du désaccord, ça rejoint ce que je disais sur les sectes, augmente. Et là, on sait que si on n'a pas ses colleuses, si on n'a pas ses militantes, si on n'a pas ses amis militants, on n'a plus d'amis, on n'a plus de famille, on n'a plus rien. Et donc, on a vraiment là aussi intérêt à suivre la ligne du parti en faisant du 1 sur 1 et le moindre oui mais peut être catastrophique socialement. Et nous, justement, moi, dans l'interview que j'avais faite pour Le Point sur les nouveaux repentis du wokisme, c'était le cas. C'était un jeune homme, c'était même pas lui, il était coupable par procuration. En fait, en gros, il était coupable par effet. C'est ça qui est très fort. C'était un jeune homme très engagé dans les luttes LGBT. Et en fait, une de ses meilleures amies, une de ses nouvelles amies dans son groupe, parce qu'il avait été, en termes d'études, je ne peux pas trop dire où il en était, parce qu'on avait fait très attention au niveau de la confidentialité, encore une fois, par grande peur. Lui, il s'était fait beaucoup de nouveaux amis. Et dans l'association, visiblement, une des jeunes femmes avait refusé d'avoir, homosexuelle, elle était lesbienne, elle avait refusé d'avoir des rapports sexuels avec une femme trans, donc une personne née homme qui a transitionné pour devenir une femme transgenre, qui n'avait pas fait d'opération, parce qu'elle avait dit « moi je suis lesbienne ». C'était une belle surprise. Voilà, alors elle avait dit « je veux pas ». Et donc directement, elle avait été accusée de transphobie, donc c'était mais vraiment, il fallait ne plus la fréquenter. Et surtout, pour l'avoir vu, ces rapports, c'est non seulement on ne fréquente plus, mais il faut avertir un maximum de monde que cette personne ne soit pas fréquentée. Elle soit pas fréquentée. Et ça va même plus loin, on y reviendra tout à l'heure sur l'aspect judiciaire, parce que la présomption d'innocence, on y reviendra. Disparaît. Bien sûr, moi, on m'a formée au fait que la présomption d'innocence n'existe pas, que si on vous désigne quelqu'un comme un agresseur, il faut immédiatement croire la victime, et en plus prévenir un maximum de monde que cette personne est un agresseur. Là, en l'occurrence, c'était ça, prévenir un maximum de monde que cette personne est une transphobe, et surtout ne plus la fréquenter. Et le problème de ce jeune homme-là, c'est que lui, il est quand même resté son ami. Et il voyait qu'en plus, elle était très fragile psychologiquement, et il voulait rester en contact avec elle, il était très inquiet pour ce qui lui arrive, et ça n'a pas loupé, c'était donc tu continues à côtoyer une personne transphobe, donc tu es toi aussi transphobe. Incroyable. Et là, c'était d'une dureté terrible pour lui. Et on a parlé d'un premier sentiment ressenti en immersion qui est intéressant, qui est la culpabilité, et un second, et ça permettra de faire le pont avec la Pride radicale aussi, c'est une sorte de jouissance de pouvoir, de la force du commissaire politique, du bureaucrate stalinien, de trier, de faire des listes et d'exclure. Notamment, ça se ressent particulièrement au moment de la Pride radicale. Si vous voulez parler de ça, par exemple. Oui, bien sûr. Alors, c'est le seul moment où je me suis sentie vaciller, la Pride radicale, où j'ai pensé vraiment au livre fabuleux des hommes ordinaires. D'accord. Et où je me suis dit, mais comment c'est très très facile de sombrer du côté le plus violent possible, le plus sadique possible en très peu de temps. Est-ce que je reprends toute la Pride ? Allons-y. Alors, la Pride radicale, c'est un événement qui a été lancé en 2021 et qui se voulait être un petit peu Ils estimaient que c'est beaucoup d'associations, c'est une interorga, comme ils appellent. Donc, c'est plein d'associations qui organisent entre eux. C'est un petit peu à l'horizontalité, parce que faut pas qu'il y ait de dirigeants. Hein. Et ils estimaient en fait que l'habituelle marche des fiertés, la Pride, était trop capitaliste et pas assez inclusive. Et eux ont voulu créer leur Pride radicale. En 2021, elle avait réuni 20 000 personnes. Et moi, l'année où j'ai été engagée au service d'ordre, elle en a réuni plus de 40 000.
Et là, elle va se tenir très prochainement, normalement le 16 juin, si je ne me trompe pas. D'accord. Et cette Pride, en fait, a pour principe, et maintenant on le voit dans plusieurs dans plusieurs manifestations, je sais que là, celle de Lyon est décriée parce qu'elle fait pareil, elle était en non-mixité, elle appliquait une non-mixité choisie. La non-mixité choisie, qu'est-ce que c'est? C'est trier des gens selon leur couleur de peau, leurs origines présumées, potentiellement leur religion. Eux vont vous dire, mais c'est pas du tout un tri, puisque les Blancs ont le droit d'être là, c'est juste qu'ils n'ont pas le droit d'être au même endroit que les personnes racisées. Et moi, mon job, c'était ça. C'était qu'en tant que personne dite racisée, je devais faire appliquer cette non-mixité. D'ailleurs, ils étonnaient beaucoup, parce que sur les réseaux sociaux, on pouvait voir dans les plans du cortège de l'organisation, parce qu'il faut quand même réunir 40 000 personnes avec des associations. Ça fait beaucoup de monde. Et voilà, il y avait beaucoup de commentaires qui nous disaient, cette fois-ci, vraiment, vous respectez bien la non-mixité, parce que l'année dernière, c'était vraiment pas très bien respecté. Et donc, ça a donné lieu à des situations ubuesques que je laisserai vraiment les gens découvrir dans le livre. Mais par exemple, on n'était pas assez de... Alors moi, j'aime pas ce terme, mais je vais l'employer. On n'était pas assez de racisés pour trier les Blancs. Donc du coup, ça a donné lieu à des questions de est-ce qu'on peut demander à des Blancs de trier d'autres Blancs? Et ça, les organisateurs étaient en hésitation. Ouais. Voilà. Pareil, ça a donné lieu à qu'est-ce qu'on fait des Juifs? Et c'était avant le pogrom du 7 octobre. C'était qu'est-ce qu'on fait des Juifs? Est-ce qu'ils sont privilégiés? Est-ce qu'ils sont racisés? Ou est-ce qu'on les met? Plein de situations comme ça. Et alors pour en revenir, donc le jour J de la Pride radicale, c'est une véritable ségrégation raciale, vraiment. Et d'ailleurs, ils le savent très bien, les organisateurs, parce qu'on avait un retard monstrueux. Et encore une fois, 40 000 personnes qui bloquent la place de la nation, c'est pas rien. Et les forces de l'ordre ne comprenaient pas pourquoi on avait autant de retard. Et quand on a voulu leur dire, on n'a pas fini de trier tout le monde, les organisateurs nous ont bien dit, surtout, vous leur dites pas ça, parce qu'on n'a pas le droit d'appliquer des lois de ségrégation. Donc ils savent très bien. Il fallait mentir publiquement. Oui, voilà. Vous êtes très briefé d'ailleurs, d'un point de vue juridique. On est très briefé, on a 12 heures de niveaux. formation, on a des avocats avec nous, on a des contacts, on est briefé, mais comme si c'était... Enfin, je raconte tout dans le détail, avec des preuves, évidemment. Et en fait, ça a été fou ce moment-là, parce que je ne pensais pas que je pourrais vaciller comme ça. Déjà, on est toujours avec un binôme pour toujours faire à deux. Ils vont vous dire que c'est pour vous sécuriser. Moi, j'ai plus l'impression qu'on se surveillait. Ils sont flics mutuellement. Ouais, vraiment, on se fliquait mutuellement. Et surtout, moi, j'étais assez abasourdie par la docilité des personnes blanches. Ça veut dire que je m'approchais de groupes. Il y avait un ami blanc au milieu d'amis dits racisés. Et je lui disais de filer. Et la personne partait sans demander son reste. Et c'était ses amis, par exemple, vous citez les seuls qui oui. s'énervent, c'est des maghrébins. Justement, c'est là où on y arrive. En fait, ça a été ce moment-là où j'ai vacillé. C'est que je tombe face à un couple homosexuel, c'est 2 hommes. L'un est maghrébin, de ce que je constate, et l'autre est blanc. Et je demande donc au blanc, tu peux partir s'il te plaît en fin de cortège, parce que là, les cortèges du début sont réservés, ce sont des espaces en non-mixité, donc réservés aux personnes racisées. Donc le monsieur blanc est mal à l'aise. Et son compagnon s'énerve. Mais il dit, mais attendez, mais on marche sur la tête. Moi, je me suis battue pour pouvoir marcher main dans la main fièrement avec mon mari, ou mon compagnon, je ne sais plus. C'était pas possible là d'où je viens. Et là, aujourd'hui, j'en suis fière. Et en fait, là, vous nous demandez de nous séparer parce qu'on n'est pas de la même couleur de peau, mais vous êtes fous alliés. Et en fait, il me hurlait dessus en me disant, mais qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Et c'est là où j'ai été en colère, très, très en colère, qu'ils n'obéissent pas. Et qu'il ne s'exécute pas parce qu'on était là pour être efficace. Et en fait, il me faisait perdre du temps, alors qu'il récitait exactement mot pour mot tout ce que je pense, tout ce avec quoi je suis d'accord, tout ce pourquoi je me bats aussi. Et je l'ai totalement oublié dans ces moments-là. Et j'en venais à être, mais non seulement très en colère contre lui, à m'énerver. Et du coup, moi, j'avais le soutien de ma binôme, en plus, qui disait, mais bravo, lâche rien. Il lui refusait d'avancer. Il disait, mais je n'avancerai pas plus loin. Il va rester avec moi. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prévenir les flics? Moi, je vais aller les voir. En fait, du coup, il était dans une rhétorique où moi, je me suis totalement oubliée dans ce moment-là. J'étais immensément enragée contre lui. Rétrospectivement terrifiant sur terrifiant. Le fait de jouer un rôle socialement. Il y a des études fascinantes là-dessus sur lorsqu'on met une blouse blanche aux gens, ils se sentent pousser des ailes autoritaires, on va dire, et ils obéissent à leur rôle, et ils se fondent dans leur rôle, et la personne disparaît derrière la casquette, entre guillemets. Exactement. Et là, j'ai mis beaucoup de temps à réussir à me rendre compte de ce que je ressentais. Et parce que de la même manière que je jubilais quand j'entendais des groupes d'amis où il y avait un blanc au milieu de personnes dites racisées, et je les entendais quand on arrivait dire « Oh, t'as qu'à dire que ton père est noir, comme ça tu pourras rester avec nous ». Et je prenais un malin plaisir à dire « Non, tu es blanc, prouve-moi que tu es racisé, tu ne peux pas me le prouver, alors tu t'en vas ». Et le voir partir, faire son chemin de croix tout seul jusqu'au fin du cortège réservé aux blancs, et laisser les autres entre eux et à rien oser me dire. Et parce qu'il y avait il y avait quand même une partie de moi consciente qui me disait « Tiens, mets-les au bout de leur raisonnement ». Là, ils ne sont pas choqués de voir ça, même ceux qui perdent leur copain qui vient de partir tout seul.
Et celui qui est tout seul, et ben, ceci dit, ça n'avançait pas. Et après, c'était plus le fait de dire j'appliquais les règles, on le faisait bien. Et je faisais beaucoup de zèle pour vraiment être bien certaine de bien trier tous les blancs. Incroyable. Et la raison pour laquelle ce passage m'a littéralement surexcité, la première fois que je lisais, je lisais dans un train et je n'arrêtais pas de montrer à ma femme à côté en disant mais c'est passionnant, etc. C'est que moi, je lisais de mon côté à peu près au même moment Oui, je sais. Kimberlé Crenshaw et Judith Butler qui chacune à leur façon ont écrit sur l'intersectionnalité. Et je lisais et je me disais mais ça peut pas marcher. Et là, il y avait quelqu'un qui venait me voir en disant en effet, j'y suis allé et ça ne marche pas. Ça peut pas marcher. Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir là cette alliance de la théorie et de la pratique, alors que ce n'est pas une alliance harmonieuse, mais cet impact, disons, Bien entre sûr. la théorie et la pratique, et de voir les étincelles en direct et de voir le raisonnement en direct se concrétiser et mal se concrétiser. Et ça se contredisait tellement mal, enfin, rien ne pouvait marcher, puisque moi j'ai demandé à 2 de mes amis de m'accompagner ce jour-là, puisque moi j'étais vraiment au service d'ordre, donc je ne me rendais pas compte de ce qui se passait dans le cortège. J'ai vu que je devais rester en retrait, et dès que je voyais un blanc, foncer, lui dire de partir. Donc c'était pas, ça me permettait pas de parler vraie comme ça. Chasse au blanc efficace. Ah, c'était une chasse au blanc, et j'étais vraiment très douée. C'est terrible de dire ça, mais voilà. Et en fait, donc j'avais demandé à 2 de mes amis maghrébins, et honnêtement, ça se voit, voilà, de venir et de participer. En leur disant, est-ce que comme ça, vous pourrez me raconter comment ça se passe dans le cortège dédié aux personnes racisées. 45 minutes après qu'on ait commencé, même pas, mes 2 amis m'appellent en me disant, Nora, on a été déplacés, on n'a pas le droit de rester sur le devant, parce qu'en fait, ils font un tri intra-personnes racisées. Alors moi, j'avais pas eu totalement ça comme consigne, je me rendais pas compte, mais c'est vrai que c'est pas faux quand on voit les cortèges. Ils me disaient, mais en fait, nous, on n'a pas le droit de rester parce qu'on est maghrébins, mais on n'est pas noirs. Et c'est d'abord les personnes noires, ensuite, ils nous ont dit, ensuite les afro-descendants. Et là, tous les 2 me disent, mais moi, je comprends pas. Elle est franco-algérienne, elle a la double nationalité en plus. Elle dit, moi, je suis afro-descendante. Est-ce que je sache l'Algérie, c'est en Afrique. Et l'Algérie est en Afrique. Et du coup, elle disait, je comprends pas. Et non, il lui était refusé l'accès sur le devant. Très intéressant. Parce qu'il était d'abord dédié aux personnes noires. La raison pour laquelle c'est si passionnant, c'est que dans tout mouvement égalitariste, qui se veut égalitariste, la hiérarchisation est toujours injustifiable. Ouais. Théoriquement, on ne peut pas dire ça. voici pourquoi on hiérarchise. Et là-dessus, de devoir hiérarchiser déjà entre le racial et le sexuel, voilà. Est-ce que le noir, qu'il soit homme ou femme, est plus opprimé que la femme, qu'elle soit blanche ou noire, en tant que tel. Et là, manifestement, avec l'organisation de cette Pride, mais peut-être qu'à la prochaine, ça changera, c'est tellement instable. En tout cas, ils ont mis la question raciale comme grille victimaire plus importante que la question sexuelle. Et là, on le voit, à Lyon, ça va se tenir prochainement. Moi, j'ai des militants qui m'ont alerté, des militants LGBT de longue date, qui m'ont dit, regarde dans les cortèges, l'homme gay est totalement effacé. Et je l'ai vu venir. C'est déjà un dominant. Oui, il est plus, on le voit nulle part, il a de place nulle part. C'est en non-mixité, choisi l'entièreté de la manifestation. Et ils m'ont dit, on ne voit pas. Et moi, je ne l'ai pas constaté. Alors, il faudrait que je fasse des recherches un peu plus poussées. Mais déjà là, on le voyait. Et moi, je l'avais vu venir, ça, le white gay, le privilège du gay blanc. C'était déjà là en 2022. 2023, parce que moi j'ai fini l'immersion en mars 2023. J'ai pu retravailler dessus après la nomination de Gabriel Attal, où on a vu vraiment se démocratiser la haine du gay blanc, parce que trop privilégié pour eux, je vous le cite, trop privilégié, trop inclus dans la société. Il oublie d'où il vient. Et par conséquent, c'est pour ça qu'il est toujours de droite. Et ils appellent ça d'ailleurs, ils appellent Monsieur Attal, des homonationalistes. C'est leur nouveau terme. Ils adorent taxer tout le monde. J'ai été confrontée à un type comme ça dans une table ronde. Ils les appellent les homonationalistes, les gays blancs. Et ils ont été rétrogradés au rang de privilégiés. Tout à fait. Et le prochain, moi je l'ai vu venir aussi, c'était la femme blanche. C'était certain que la femme blanche serait... Oui, ça revient à l'extrait du début d'ailleurs. Bien sûr, c'était certain que la femme blanche y viendrait. Et d'ailleurs, c'était intéressant aussi de voir qu'à la Pride radicale, les personnes trans blanches avaient un cortège après les racisés. Elles ne pouvaient pas se mélanger en termes de... Une personne blanche, trans, était toujours plus privilégiée qu'une personne dite racisée, cisgenre. Alors du coup, d'accord. Alors du coup, à ce moment-là, parce que je trouve ça intéressant d'enlever l'espèce de voile égalitariste. D'ailleurs, c'est ce qu'elle veut dire. Les Gilets jaunes avaient un peu le même problème. C'est un mouvement très horizontal, et dès qu'il y avait quelqu'un qui émergeait pour représenter un peu la chose,
il y avait toujours l'accusation que représenter, c'est déjà trahir. C'est ça. Donc tout mouvement un peu égalitariste, ça a toujours ce même problème. Mais eux, ça va quand même vraiment Ouais, très ça va très très loin loin. parce que contrairement aux Gilets jaunes où il y a le peuple et les élites, Non, donc il y c'est a ça. deux cases, Oui. ici il y a vraiment une infinité de cases Ah oui. et vous pouvez recréer des nouvelles lettres sur l'acronyme. Et donc on l'a vous vu avec aurez- les Juifs. Exactement. Moi, je le voyais avec les Juifs avant le pogrom, où déjà, ils ne savaient pas comment les trier. Enfin, c'est horrible, mais c'est dit ainsi. Et là, depuis le 7 octobre, j'ai travaillé sur 2 manifs qui ont eu lieu là, le 25 novembre, 2 manifs féministes, le 25 novembre et le 8 mars. On a quand même eu, moi je me suis retrouvée, j'avais l'impression d'être en 2022, c'est ce que j'explique en conférence et dans des interviews. Le 8 mars 2024, donc 2 ans après mon déclic à moi qui a été le 8 mars 2022, à savoir que des femmes étaient tabassées parce qu'elles accusaient de transphobie, j'ai travaillé pour Le Point sur tout ce qui s'est passé ce jour-là, recueilli les témoignages, vérifié les vidéos. Il y a quand même des femmes qui ont été... Alors on les a caillassées, on leur a jeté des tessons de bouteilles, on a essayé de les frapper, on les a insultées et elles ont fini par devoir être exfiltrées de la manifestation parce qu'elles venaient juste, sans drapeau, sans rien, juste rendre hommage aux femmes victimes du 7 octobre. Victimes donc d'agressions sexuelles avérées, Bien sûr. et victimes de torture, victimes de meurtre. Et exfiltrées parce qu'elles étaient accusées d'être donc des... Moi j'avais entendu même du sale juif virgule nazi. Déjà, on voit que ils sont malins en plus. Hein. Et sinon, c'est évidemment, on le connaît, le sale sioniste. Bien sûr. Et avant de revenir sur le 7 octobre, parce que je pense que c'était un moment très important, bien sûr, ça, c'est... qui est arrivé après, alors moi c'est 5 jours avant l'apparition de mon livre, Oui. donc voilà, après la rédaction de nos ouvrages, Mhm. et qui nous a à la fois surpris et conforté, je pense, dans les analyses. Ouais, malheureusement. Je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce que vous décrivez sur la Pride radicale, on peut sortir de cette espèce de vernis d'horizontalité et vraiment faire un classement Oui, de voir, ok, dans les faits, Mm. combien de points est-ce qu'on gagne ou est-ce qu'on c'est perd, ça. selon quelles identités. Donc essayons de le faire à peu près à deux. Ouais, avec plaisir. La question raciale, il vaut mieux être d'abord noir, puis maghrébin, et puis blanc, c'est vraiment beaucoup de points négatifs. Ouais, et là encore, coincé la question des personnes asiatiques. Ah, Parce que dans certaines manifs, alors il y a de plus en plus de paroles asiatiques qui disent on vit un racisme terrible. Et d'ailleurs, c'était intéressant parce que dans les émeutes Black Lives Matter aux États-Unis, les commerces asiatiques et les commerces juifs étaient ciblés. Il y avait même eu la communauté asiatique qui avait alerté en disant on vit des violences terribles pendant ces émeutes-là. Donc là, déjà, c'est toutes les races ne se valent pas. mais alors, En tout cas, dans les luttes. on va poursuivre le classement, Ouais, mais une explication sur ça rapide, c'est qu'aux États-Unis, les Juifs et les Asiatiques se débrouillent mieux que la moyenne sur le plan socio-économique. D'accord. Et donc, vu que c'est géré apparemment par un système blanc qui contrôle tout, eh bien, ils sont complices du système, Oui. et donc ils sont white adjacent, donc proto-blanc, quasi-blanc, Ah, et donc symboliquement déchus de leur statut. Bah alors qu'on le voit en France. Donc voilà, donc ça, on imite les Américains à tous les niveaux, c'est on n'est pas exactement. très original. Alors donc oui, c'est d'abord, donc là moi, tel qu'il a Pride Noir. radicale, je vous donne des faits. C'est donc les personnes noires et plus ou moins métisses. D'accord, Donc peut-être qu'il y a un des deux parents qui devait être blanc. d'accord, Ensuite, c'était les autres afro-descendants, donc on retrouvait D'accord. beaucoup de personnes maghrébines. donc noir par procuration un peu ou, Oui, voilà, mais c'était du coup là, il y avait quand même beaucoup de personnes avec des messages entièrement, uniquement dédiés à l'islamophobie de l'État, dénoncer l'islamophobie D'accord, présumée. Hein. Encore une fois, j'emploie le terme islamophobie, c'est pas le bon, on devrait dire des actes anti-musulmans. bien sûr. Mais je l'emploie pour le terme. Donc voilà, d'autres personnes maghrébines. Après, de mémoire, on trouvait... au début, ils avaient voulu faire un cortège uniquement pour les personnes trans, interdit aux personnes cisgenres, hommes comme femmes, mais ils n'avaient pas assez, de ce que j'ai compris, ils n'avaient pas assez de personnes trans. Donc en fait, ça ne tenait pas en termes de cortège, ils n'ont pas réussi à s'entendre. Donc ils avaient fait une sorte de cortège trans et alliés. D'accord. Après, je crois qu'on Mais avait... le terme allié est un peu fourre-tout. Oui, alliés surtout, ça veut dire qu'en gros... etc. quoi, enfin. Voilà, c'est que vous êtes suffisamment déconstruit, votre but est absolument de vous engager et d'aider les personnes qui souffrent de cette discrimination en l'occurrence, parce que vous vous instruisez, parce que vraiment, et c'est vraiment une rhétorique qui est de dire instruis-toi. Oui, moi, j'ai pas voilà. Éduque-toi. Éduque-toi, moi, j'ai pas à t'éduquer, j'ai pas à faire ce travail-là. Ensuite, donc après, on avait les personnes porteuses de handicap. Là, il y avait un peu de tout. C'était aussi bien les personnes qui font... on a eu une formation très longue dessus, j'en parle beaucoup. Comment traiter une personne handicapée. C'est très violent de vouloir lui rendre service. Oui. On avait tout. Voilà, c'était assez détaillé, j'explique vraiment dans le livre. Du coup, entre handicap et surpoids, qui gagne? Eh ben, je crois que c'était les personnes trans et alliées devant les personnes porteuses de handicap. Et le surpoids? Ah, les personnes en obésité, elles étaient, je crois, avec les personnes en situation de handicap. D'accord. Mais en tout cas, c'était un peu là aussi encore tout mélangé parce que Et homme-femme?
Et bah, c'est pas évident. ouais, En fait, de toute façon, ça ils tout vont le un monde peu est un peu partout, tout. hein, Donc, parce que les hommes, femmes, ils avaient beau être hétérosexuels ou non, mais racisés, ils passaient devant les personnes trans si elles étaient blanches. Mais donc le et critère après, il y racial est avait, vraiment très et c'est pour profond. ça ils disaient, il n'y avait pas que les blancs à la fin. Oui, c'était que les privilégiés, mais il restait qui? Il restait de facto des blancs s'ils n'étaient pas soit porteurs de handicap, soit, par exemple, trans, non-binaires, gender fluide, agenre, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que on a toujours le sentiment qu'il est assez dur de mesurer l'évolution réelle du rapport de la jeune génération aux identités sexuelles, Ah parce oui. qu'il y a aussi une pression sociale pour Mm. s'afficher en tant qu'eux, C'est ça. même si dans les faits, la Mm. réalité ne suit pas. Et ça a très longtemps été intangible, jusqu'à ce qu'un chercheur canadien, Eric Kaufmann, a vraiment travaillé là-dessus, et a fait des sondages où il montrait que sur une période de 4 ans, je crois que c'était de 2009 à 2013 de mémoire, mais là aussi il faudrait revérifier, il avait sondé des jeunes femmes qui se disaient bisexuels. Et il leur disait, en fait, est-ce que dans les 5 dernières années, vos partenaires sexuels ont été que des hommes? Donc, pour schématiser, celles qui se disaient bisexuelles, mais qui dans les faits ne couchaient qu'avec des hommes sur les 5 dernières années. Donc, entre guillemets, là aussi pour aller un peu vite, des fausses bisexuelles ou des bisexuelles d'affichage. Ouais, là, oui. Mais en tout cas, sur les 5 dernières années, c'est quand même Après, assez ça veut rien conséquent, dire ouais. si elles sont en couple avec un. Bien sûr, mais en tout cas, versus celles qui avaient eu un partenaire homme sur les 5 dernières années. Et il montrait que la part de celles qui n'avaient pas eu de bisexuels sur les 5 dernières années avait récemment, dans les dernières années, augmenté très significativement. Pour dire qu'il y avait, si vous êtes dans la Pride et que pour le coup vous êtes simplement femme blanche hétérosexuelle, vous risquez d'aller sacrément loin à l'arrière de la queue. Alors que si au moins vous pouvez arriver en disant je suis bisexuel, vous pouvez gagner au moins quelques places dans la Même hiérarchie. c'est le grand débat de la bisexualité. Elle est considérée comme inexistante, les personnes bisexuelles se sentent exclues des luttes. Ah J'avais oui. assisté à beaucoup de discours, de prises de parole, de colère en disant on est dans un cortège, on n'est pas représenté, parce que ça a été effacé sous prétexte de la pansexualité. La pansexualité, moi j'ai pas trop compris de différence entre pansexualité et Ceux qui aiment bisexualité, tout, ouais. sauf que ils disent les bisexuels, vous êtes des transphobes. Parce que vous dites que vous aimez les hommes et les femmes, mais la pansexualité englobe les personnes trans, et pas vous. Donc vous êtes rejetés des luttes. Donc même eux n'arrivaient plus, on ne voyait pas bisexuels très apparents dedans. Donc comme quoi, Oui, ça va jusqu'au bout, encore Oui. une fois, dans un total communautarisme, et personne n'arrive à avancer correctement. Et c'était le cas de le dire d'ailleurs. C'est clair. Et alors, on voulait parler du 7 octobre. Qu'est-ce que, selon vous, le 7 octobre a changé, peut-être au sein de ces mouvements et après au sein de la perception que le monde extérieur à ces mouvements a de ces mouvements? Alors déjà, ce qui s'est passé, c'est que moi, je l'ai vu dans des faits, puisque quand mon livre est sorti, c'était très dur, vous le savez. On pourra en reparler si vous voulez. Et j'avais vraiment de la part, dans beaucoup Dans de les détractrices. critiques des réseaux sociaux. Ouais, c'était terrible. C'était vraiment un cyberharcèlement. J'ai eu des menaces de mort. Enfin voilà. Et on a dû suspendre des potentielles rencontres en librairie parce qu'on ne pouvait pas assurer ma sécurité. C'était assez violent. Et justement, c'était marrant parce que c'était beaucoup de militantes qui, elles, font des formations, des podcasts, tout ce que vous voulez, pour lutter contre le cyberharcèlement. Et donc, il y avait beaucoup de militantes, donc toutes intersectionnelles. Il y a eu le 7 octobre. Il y a plusieurs militantes féministes que je connais maintenant, avec qui je m'entends très bien, qui faisaient partie, elles n'étaient pas dans mes détractrices, mais ça les faisait beaucoup rire, elles pouvaient commenter des posts contre moi, qui, parce que juives, se retrouvent dans le silence le plus total. À savoir qu'il y en a même qui ont fait des textes en disant, voilà, moi je ne comprends pas, j'étais à toutes les manifs, les manifs pour Adama, les manifs contre l'islamophobie, les manifs contre tout ce que vous voulez. Mais là, quand il y a une manif contre l'antisémitisme, il n'y a plus personne. Plus personne ne veut m'adresser la parole. Quand je parle du 7 octobre et de ma famille en Israël, on ne m'adresse pas la parole, voire même, il y en a certaines qui appelaient le Hamas la libération, la résistance. Mouvement de résistance. Résistance palestinienne, évidemment. Et d'ailleurs, moi, ce que j'ai constaté, c'est pour ça que j'ai pu beaucoup intervenir sur toutes ces questions-là post-7 octobre, c'est que l'entièreté du discours anti-France était maintenant de facto imposée et proposée envers Israël en disant c'est la même sociologie qui disent les deux, en fait. Exactement. Et là, on le voit à nouveau avec la question de Nouvelle-Calédonie des Kanaks. Oui. C'est exactement chaque fois toujours colonial, raciste, discriminant, privilégié, et c'est la même haine à chaque fois. Et donc le 7 octobre a fait cela, qu'il a fait une sorte un vrai schisme, en tout cas de ce que j'ai observé dans les luttes intersectionnelles, et beaucoup de personnes très féministes, très militantes, mais juives, n'arrivaient plus du tout à être audibles et à être acceptées, sauf si elles devaient déconstruire leurs privilèges juifs. Bien sûr. Et c'est là où le terme de colon, qui est très présent et particulièrement pernicieux, parce que déjà, il est utilisé à la fois pour décrire les Juifs en Israël et les Français en France. C'est ça, et
Et d'ailleurs, pour décoloniser, il faudrait non pas enlever, par exemple, la présence française en Algérie, mais enlever la présence culturelle française en France. La décolonisation des esprits serait encore parmi nous, même en France. Quoi. Donc, la culture française chez elle est déjà colonisatrice, de certaine façon. Et ça coince dans tous les cas, et c'est drôle parce que quoi qu'il arrive, il n'arrive pas à être cohérent et à avoir une égérie qui dure. Je vais prendre le cas d'une femme qui se fait surnommer sur les réseaux sociaux Abby Beach. Alors elle se dit non-binaire, mais bon, voilà, elle s'appelle Licia, si je ne me trompe pas. Elle, dès le 7 octobre, je laisserai les gens aller voir ce qu'elle a publié sur son compte Instagram dès le 7 octobre. Moi, je trouve que c'est une jubilation. Vraiment, et elle est vraiment elle a un spectacle qu'elle propose, elle passe dans beaucoup de villes de France. On me demande qui paye pour ce spectacle qui marche visiblement bien, qui s'appelle Décoloniser le dance floor. Et elle est vraiment dans les luttes décoloniales et surtout anti-sioniste. Enfin, pour moi, c'est de l'antisémitisme, les propos qu'elle tient. Après, c'est pour moi, c'est mon avis, voilà. Et cette personne-là, donc moi, je me disais, mais c'est totalement une égérie des luttes. Il faut savoir qu'à la Pride radicale, j'étais dans les boucles de l'organisation. Elle était interdite de venir. Je me dis, mais comment c'est possible ? Elle est queer, non-binaire, hyper engagée pour la question trans, et en plus, lutte décoloniale. Et j'ai même des messages, j'ai encore les captures d'écran, je les ai retranscrites dans mon livre aussi, où on disait, attention, qu'est-ce qu'on fait ? Elle est là, est-ce qu'on l'exfiltre ? Et les gens ne savaient pas quoi faire, est-ce que légalement on pouvait ? Et elle était accusée de fétichisme. Elle fétichisait les personnes trans, parce que paraît-il qu'elle ne sortait qu'avec des personnes trans, alors qu'elle-même ne l'était pas. Et que donc, comme elle fétichisait et qu'en plus elle pillait le travail des personnes trans sans en être une, et de facto, elle était interdite. En tout cas, on souhaitait qu'elle soit interdite de ces rassemblements-là. Mais je pense que ça, c'est un angle qui est particulièrement convaincant pour ceux qui nous écoutent. C'est de dire que même ceux qui pensent cyniquement tirer un intérêt de la chose... Si vous me regardez, sachez-le, parce que vraiment, c'était assez impressionnant, tout ce qui pouvait être... Et c'était même pas du ragot, c'était qu'est-ce qu'on fait ? Elle est là, elle est dans notre champ de vision, est-ce qu'on l'exfiltre ? Est-ce qu'on l'exfiltre ou pas, bien sûr ? Elle est là, elle arrive. Donc là, sachez-le, parce que ce n'est pas vos alliés. On parlait tout à l'heure du fait que lorsqu'on peut tricher dans un jeu, il finit par mourir. Et là, il y a une radicalisation de la pureté, comme dans tout mouvement de pureté, comme toute dynamique révolutionnaire, il y a Robespierre qui finit guillotiné. Et là-dessus, une façon de formuler la même chose, c'est dans combien de temps annuleront-ils Sandrine Rousseau ? Ça va commencer. Sandrine Rousseau elle a fait quelques tweets qui sortent un petit peu de la ligne du parti. Elle a apporté son soutien aux femmes le 7 octobre. Oui. Elle a reconnu l'idée c'était une pétition d'une consoeur pour un féminicide de masse, je crois que c'était le terme. Elle l'a signée. Elle a appelé au soutien et au dire victime contre quoi pour les femmes israéliennes. Et ça, c'est absolument pas passé. Elle a reçu des torrents et des torrents de critiques. Sur la question de l'islam, je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle est courageuse, mais par rapport à la ligne idéologique dans laquelle elle baigne, elle détonne un peu. Oui. Elle n'a pas tout à fait la même ligne. Et peut-être qu'au moment où cette vidéo sera diffusée, elle sera d'ores et déjà annulée. Elle sera déjà cancel. Mais c'est arrivé à d'autres. Vous citez par exemple, je pense que les gens ne savent pas du tout ça, que le monde du comité Adama Traoré est traité comme un business et méprisé. C'est ce que je raconte. Et n'est plus invité à plein d'événements. On ne pouvait même pas en parler, alors que franchement, c'était une soirée très, très importante pour les luttes anti-force de l'ordre. Et décoloniale, c'était la semaine décoloniale qui se tient à Ivry-sur-Seine. Ils étaient pile dans le sujet. On ne pouvait pas parler d'Adama Traoré ni d'Assa Traoré. Et d'ailleurs, il lui a été reproché, après ce qui s'est passé pour l'affaire Naël, d'avoir récupéré pour se refaire un fonds de commerce. Et du coup, lui est reproché d'être trop capitaliste. On reparlait dans ces mouvements un peu gazeux, horizontaux, toujours le problème de la représentation qui est systématiquement perçue comme une trahison. Exactement. Et dès que vous montez un peu en grade, déjà la hiérarchie se recrée et il faut vous refaire tomber une seconde fois et re-horizontaliser. Alors, on remarquera que c'est un mouvement qui fait tomber plus de statues qu'il n'en construit. Tout à fait. Tout à fait. Comme vous dites tout à l'heure, peut-être qu'on va un jour déboulonner une statue de George Floyd. On trouvera, peut-être qu'il aura tapé sa femme une fois et qu'on va faire tomber la statue. Et personne n'est assez pur, en fait. C'est ça, personne n'est assez pur. Et vraiment, j'avais constamment pendant un an le sentiment qu'on est dans une sorte de grand cercle. De toute manière aussi, vraiment le rapport de cercle avec lequel on se met, comme je vous disais, un pas en arrière. C'est fascinant. Vous pouvez reparler de cette scène. Non, mais c'est vraiment, il y a vraiment un côté rituel, oui, sectaire. c'est des propres... C'est vraiment... Et ça, c'est très souvent dans les associations militantes. J'ai découvert que ce n'était pas du tout quelque chose qui était... original, c'est vraiment l'idée de se dire on se met en cercle, c'est plus simple. Qu'en cortège, là, on n'avait pas le choix pour la Pride radicale vu que c'était un cortège, mais on se met en cercle et à l'énonciation d'un privilège, donc encore une fois des listes, on fait un pas en arrière
Et du coup, après, plus vous en avez, alors vous, je pense que c'est les cocktails. Il faudrait que je regarde les choses à la longue vue. Il faudrait que vous alliez plus loin. Et en gros, dès l'énonciation d'un privilège, vous faites à chaque fois un pas en arrière. Et les personnes qui sont le plus au centre du rond auront d'abord la parole. Et la parole est ensuite distribuée au fil du temps. Alors, donc vous l'auriez absolument. Il faudrait que je parle avec un mégaphone. Ouais, vous l'auriez peut-être eu dans quelques années, mais voilà. Sachant qu'on peut, encore une fois, au même titre qu'on peut augmenter la quantité de catégories identitaires avec l'acronyme qui ne cesse de s'allonger, on peut allonger la liste des privilèges. Vous m'avez dit que celui qui a un MacBook Pro, par exemple, il recule un peu en arrière. Et même moi, je me suis retrouvée, j'ai essayé d'en parler 2-3 fois, ça ne comprenait pas. Je viens de Bretagne. En Bretagne, moi, j'ai beaucoup de voisins qui sont paysans, qui ne s'en sortent pas. En fin de mois, j'en connais qui sont suicidés, qui ont des dettes pas possibles, qui n'arrivent pas à tenir. La précarité, elle est là. Le terme précaire, elle est totalement présente. Mais comme ce sont des hommes blancs, cisgenres, hétérosexuels, eux, dans leur esprit, l'argument précaire ne passe pas, n'est pas recevable. Là, ils sont sur une question de privilège de classe. Le classisme. Et le classisme, on le voyait sur des choses. Il ne fallait pas corriger les fautes d'orthographe de quelqu'un parce que c'est classiste de le corriger. Et ça, c'est encore un privilège. Est-ce que tu as eu le droit d'aller en cours? Est-ce que tu as eu le droit d'avoir un ordinateur portable? Est-ce que tu lis? Et ça, c'est plein d'autres questions. Et j'y repensais quand vous avez parlé de cercle. Je ne sais pas si vous avez vu la série La meilleure version de moi-même de Blanche Gardin. Bien sûr. Qui est une parodie du wokisme, qui, si je l'ai bien lu, a pour vocation de dire que c'est d'abord un narcissisme qui se cherche une cause, plutôt que l'inverse. Et on voit le personnage de Blanche Gardin qui se radicalise au fur et à mesure des épisodes. C'est franchement très intéressant. Ouais, très bonne série. Et il y a une scène, là aussi, il y en a plusieurs d'ailleurs, mais une scène en particulier qui me vient à l'esprit, qui ressemble à un phénomène vraiment ritualistique, sectaire, ésotérique, dans lequel elles sont entre plusieurs féministes autour d'un feu. Et chacune, là aussi en cercle, doit jeter dans le feu, c'est vraiment une symbolique de purification, un objet qui a une valeur sentimentale très forte, notamment un attachement aux parents, un attachement... C'est même assez déchirant comme scène, parce qu'on voit des gens qui jettent des choses qui ne vont jamais récupérer, et le personnage de Blanche Gardin hésite beaucoup d'ailleurs de mémoire, et on les voit donc se défaire d'un élément de leur passé. Là aussi, il y a une rupture un peu sectaire avec le monde d'avant. D'ailleurs, quand on change de nom dans le monde transgenrisme, c'est une sorte de baptême. Enfin, vous avez changé d'identité. Pas tout, c'est vrai, mais la question du dead name, c'est ça, c'est qu'elle est assez forte. Lorsqu'on mentionne l'ancien nom de la personne après transition. Et ça, il y a beaucoup de personnes trans qui vont pas du tout être d'accord avec ça, qui comprennent pas et qui disent, mais moi, on s'en fout. Avant, je m'appelais comme ça, et qui ont, par exemple, ils ont aucun, de la même manière, j'ai remarqué ça, de la même manière qu'on va voir sur les réseaux sociaux, mais des milliers de commentaires en disant, supprimez ce post, cette fille ne porte pas son voile. Sur la photo, attention, il faut supprimer le post où on peut apercevoir les cheveux d'une femme qui depuis porte le hijab. C'était le cas, moi j'avais travaillé sur une influenceuse qui faisait beaucoup de maquillage et qui entre-temps a porté le hijab. Et en fait, il s'avère qu'elle avait posté, elle s'était engagée avec des marques. Et en fait, avec ces marques-là, ils ont diffusé la vidéo quelques mois après, mais entre-temps, elle portait le hijab, donc il était diffusé la vidéo sans son hijab. Et là, il y avait des milliers de commentaires supprimés, on voit ses cheveux. Et là, je l'ai vu pareil avec des personnes trans, notamment sur TikTok. Il y a beaucoup de personnes trans, mais lambda, qui veulent dire oh, « Regardez, avant, je ressemblais à ça. C'est fou quand on me voit aujourd'hui. Regardez mon visage, j'ai tellement changé. » Et du coup, c'était « Attention, des photos de toi circulent où on te voit avant. Attention, on connaît ton prénom d'avant, ton dead name. » En fait, c'est vraiment une volonté d'effacement. Et c'est ce que ne souhaitent même pas toutes les personnes trans, notamment. C'est extraordinaire. Il y a quasiment, ils associent au fait de donner l'ancien prénom une parole un peu magique, maléfique. Oui. Qui est vraiment un tabou complet dans l'espace public. C'est le tabou complet. Et c'est drôle de voir le parallèle avec l'islamisme là-dessus, c'est ça. Ils deviennent des espèces de progressistes hyper salafistes, rigoristes. On voit encore tes cheveux. Et d'ailleurs, on le voit avec ça, parce que là encore une fois, il y a un privilège, c'est le cis-passing. Ah oui. Je l'ai découvert, moi, c'est ma binôme. Bien sûr, ma binôme était une femme transgenre, donc c'était un homme qui est né homme et qui a transitionné pour devenir une femme trans. Et elle me disait, en gros, ah mais moi, tu sais, je suis assez privilégiée parce que j'ai un bon cis-passing. Et je lui dis, mais qu'est-ce que c'est cis-passing? Donc, une personne cisgenre, c'est vous ou moi. Une personne qui ne sont pas transgenres. Pas transgenre, voilà, on va le faire très simple. Et justement, elle disait, j'ai toujours ressemblé à une femme. Et donc, quand j'ai pris des hormones, ça allait très vite. Aujourd'hui, et d'ailleurs, moi, je n'avais absolument pas remarqué que c'était une femme trans. Voilà, je ne m'étais même pas posé cette question. Qu'est-ce que ça me faisait d'ailleurs savoir ça? Mais du coup, j'étais tombée des nues quand elle me l'avait dit. Et elle m'a dit, mais oui, j'ai conscience d'être privilégiée, j'ai un cis-passing. Et ça fait que, de la même manière que moi, j'ai un white passing, puisque je ressemble, comme je vous le disais, plus à une personne blanche qu'à une personne dite racisée. Oui, c'est clair que... Et du coup, ça nous permet de nous sauver. Pour eux, ça sauve
des discriminations. Et j'ai l'impression que c'est presque qu'on faut comptabiliser les discriminations qu'on a eues et ça devient presque une sorte de scalp. Mais oui, il faut avoir un classeur Excel à la fin. Ça. Il faut, pour compter, si vous faites vraiment oui. si vous découpez la personne de 10 façons différentes de façon identitaire, donc race, handicap, MacBook Pro ou pas, à un moment, il faut savoir compter sur ses mains. Mais c'est ça, et là, c'était ça que je me dis, j'avais même pas pensé qu'une personne trans, pour qui, pour moi, la transphobie, c'était vraiment la dénonciation de propre lutte, pouvait devenir privilégiée dès lors qu'elle ne ressemblait pas à une personne trans. Et que par conséquent, dans leur imaginaire, c'était comme elle ne pouvait pas subir de la transphobie comme ça, comme d'autres personnes dans la rue, elle était donc privilégiée. Ceux qui ne sont pas assez visuellement trans sont moins discriminés, exactement. donc en fait perdent des points dans ce monde à l'envers. Comme les personnes dites racisées et blanches, voilà. Alors, on va bientôt toucher à la fin de cet entretien. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous vouliez aborder, en particulier Je crois qu'on a vraiment, on a fait le tour. Peut-être la sortie du livre. C'est vrai que ça a été, allez-y. Alors, qu'est-ce que ça a été pour vous Déjà, j'avais hésité, comme je le disais, j'avais tellement peur. Enfin, j'étais tellement en culpabilité. Oui, je suis à la fin en me disant, mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je sors ce livre? C'était une angoisse absolue. Et il s'avère que ça n'a pas loupé. C'était même pire que ce que je pensais, puisque j'ai vécu... Moi, là où j'ai été jusqu'au bout naïve, et comme quoi on a vraiment un lavage de cerveau, j'étais absolument et intimement convaincue que les femmes, les féministes, les néo-féministes, n'iraient pas m'attaquer. Parce que je me disais quand même... moi, j'écris pas... je ne pense pas avoir un positionnement qui est réactionnaire, c'est juste des faits que je donne. Je ne suis pas discriminante dans mes propos, j'ai toujours été engagée pour les questions féministes. À chaque fois, je me persuadais comme ça, en me disant, puis en plus, tous ces comptes féministes que j'ai découverts, c'est des personnes très engagées contre le cyberharcèlement, elles en font des formations, des podcasts, elles disent qu'en plus, ça touche beaucoup plus les femmes que les hommes, etc. Elles ne peuvent pas me faire ça. Et ça a été les pires. Alors, elles le nient, notamment dans un papier assez marrant, mais et elle le nie allègrement. Elles disent, comme à l'instar de Marine Le Pen, si on en vient à taper sur des femmes, c'est que vraiment elles l'ont cherché. Et c'est ça qui est très drôle. Mais en fait, je pense que si votre livre a touché un nerf, comme on dit dans le corps social, c'est qu'on était face à, disons, des acteurs de mauvaise foi qui consistaient à dire « je n'ai pas vu ce que j'ai vu de mes yeux ». C'est ça. Même lorsqu'on leur mettait les faits sous le nez. Et donc c'était intéressant d'avoir un angle d'enquête pour pouvoir arriver et de casser il y a plusieurs contre-arguments bateaux qu'on entend tout le temps, qui est que le terme indéfinissable et que ça ne renvoie à aucune réalité factuelle. Et là, vous avez cassé un des deux en arrivant en disant, écoutez, j'ai vu des choses, voici ce que je raconte. Maintenant, on peut être pour, on peut être contre. Je vous raconte quelque chose. Alors, il y a l'aspect que c'est authentiquement contradictoire et que ça se détruit de l'intérieur, qui est assez évident pour ceux qui lisent honnêtement. Mais vous arrivez à détruire un des angles de déni qui, je pense, est très important pour une partie des gens qui voulaient rester dans le déni. Sur le côté, c'est marginal. Donc, soit c'est marginal, et là vous avez montré que c'était quand même des belles tendances. 40 000 personnes. Ça a eu 40 000 personnes, même à Dijon 350, dans des événements 3 000 à Rennes. Et vous êtes sorti de Paris par ailleurs. C'est ça, oui, je suis allée en région parce que je savais très bien qu'on allait me dire c'est un phénomène parisien, il n'y a personne qui. Et donc vous avez tapé, tel un grand bateau qui vient casser un iceberg en deux, l'un des éléments de déni important pour les gens, et je pense que c'est ce qui explique. Le fait qu'ils ont compris, je pense, l'aspect stratégique du livre, qui était il faut arriver à tuer ce truc-là, sinon ça va nous tuer. C'est ça, et ça a pas je loupé, pense que ça a contribué, sincèrement, en France, au vu notamment des ventes très impressionnantes. Oui, vraiment, je ne vais pas me plaindre, il marche très bien. De casser une part de la mécanique du déni, chez en tout cas les gens prêts à ouvrir les yeux, prêts à se réveiller, sans mauvais jeu de mots. C'est ça. Et je pense que là-dessus, ça a eu un vrai bel impact culturel. Et alors, le débat, on peut y aller si on a un peu de temps. Moi, j'ai refusé qu'il y ait le terme woke dans mon titre. Oui. Et ça, je sais que c'est quelque chose... Mais alors, moi, la question que je voudrais vous poser là-dessus, c'est que en 2022, vous écrivez des articles au Point, vous assumez le terme. Dans le livre, il y a déjà un premier glissement qui est, vous dites, certains appellent ça woke, et après, dans le glossaire, à la fin, vous mettez terme souvent galvaudé, donc il y a une première prise de distance. Et aujourd'hui, vous dites, non, je ne veux pas utiliser ce terme parce que ça crispe les gens, etc. Ma question, c'est, est-ce que vous aviez tort il y a 2 ans Quel est votre rapport à ce terme ? En fait, c'est que je me suis dit, il faut que je sois la plus juste possible, puisque je refuse qu'on essentialise des gens, en disant justement que c'est le problème
je parle du wokisme, je ne veux pas, refuse de cataloguer quelqu'un comme woke. D'ailleurs, moi je l'avais eu, il y a une journaliste blogueuse qui m'a interviewée en me disant, mais voilà, est-ce que moi je suis woke, est-ce qu'elle est woke, est-ce que machin. J'ai dit, mais moi je dessine pas quelqu'un comme woke ou pas woke en fait. Je peux dire qu'il y a un phénomène qui est le wokisme, c'est vrai. Par contre, je ne veux pas, quelqu'un qui déjà ne se définit pas ainsi, la dernière personne qui l'a fait sans ironie, c'est il y a longtemps, c'est Rokhaya Diallo. Aujourd'hui, c'est devenu comme un humour pour ces personnes-là. Mais alors, déjà, et surtout, en plus, j'ai vu qu'il était galvaudé sur des choses où moi, j'interviewais des militants qui dénoncent le wokisme, qui dénoncent toutes ces dérives et qui se font cataloguer de woke parce qu'ils sont homosexuels. Et ça me paraissait un non-sens. Oui, de me dire, bah voilà, même moi, en tant que qui défend des questions féministes, souvent on m'a dit, mais t'es un peu woke. Et donc, en fait, plus je voyais ce terme galvaudé, plus en plus je voyais que dans les luttes, il était ironisé, plus en plus je voyais qu'il perdait beaucoup de monde, moi je me suis dit, voilà, c'est des personnes que j'ai côtoyées pendant un an, elles m'ont incité à voter. Qui ? Elles m'ont incité à voter parce que j'étais en plein pour être présidentielle, LFI ou le NPA, en tout cas c'était la NUPES. Aujourd'hui, Europe Écologie Les Verts ? Oui, beaucoup. Europe Écologie Les Verts, depuis, il y a quand même un schisme. Et surtout, je le dis, c'est une ultra-gauche. Et après, moi, je suis spécialisée dans les enquêtes que je fais sur les militantistes d'ultra-gauche. Et donc, en fait, je me suis dit, c'est beaucoup plus simple pour les gens qui n'arrivent pas à comprendre qu'il y en ait qui disent, est-ce que mon fils, parce qu'il aime les hommes, c'est un woke ? Bah, moi, je me suis dit, voilà, ton fils, c'est pas un homme d'ultra-gauche qui traite de sale juif quelqu'un qui n'est pas d'accord avec lui. Et bah, en tout cas, moi, c'est ça que je voulais montrer. Et je me suis dit, je ne veux pas perdre ce terme-là, mais par contre, je ne nie pas, bien sûr que le wokisme existe. D'accord. Alors, juste sur ça, je trouve que la distinction gauche-ultra-gauche est forcément de degré et pas de nature. C'est pas évident. C'est pareil avec extrême gauche. C'est quoi ? C'est une gauche plus extrême ou est-ce qu'on... Je trouve ça beaucoup plus dur. Et par ailleurs, on avait déjà parlé de ça une fois, mais il y a ça existe encore à peu près, c'est un peu résiduel certainement, des vieux marxistes à l'ancienne qui ont purement la ligne sociale. C'est ça, et qui ne se reconnaissent pas dedans. Et voilà, c'est ça, et l'aspect sociétal. Après, Yachamon appelle ça la synthèse identitaire. Je trouve que c'est assez intéressant. Oui, alors j'entends. En fait, moi, ce qui me dérange dans ce monde-là, c'est que moi, je vous disais, voilà, vous assumiez plus le terme il y a quelques années, et j'observe un glissement qui, pour moi, on peut le défendre si on veut d'un point de vue stratégique, mais sur le fond, je n'arrive pas à le défendre. Et par-dessus ça, ce que je dirais, c'est que si vraiment les conservateurs ou les gens critiques du wokisme au sens très large, les détracteurs du wokisme, avaient voulu créer un épouvantail, pardon, mais déjà, ils n'auraient pas repris un terme qui, initialement, il faut le rappeler, était auto-revendiqué, et deuxièmement, est si intrinsèquement positif. C'est quoi cette insulte où je vais aller critiquer des gens en les traitant d'éveillés ? Si j'allais les critiquer d'endormis, à la rigueur, pourquoi pas ? Mais l'éveil, qui par ailleurs, le champ lexical de l'éveil très présent dans les sectes, l'éveil à soi-même, on y revient. Donc pour moi, c'est un moment où ces militants, pour une fois dans leur vie, parce que d'habitude ils gagnent toujours sur ce plan-là, ont perdu une bataille sémantique. Et là, c'est l'occasion de dire, on va reprendre votre terme, c'est le terme que vous avez pris qui par ailleurs est intrinsèquement positif, qui est présent d'ailleurs dans le champ lexical du monde protestant, alors qu'on peut parler des origines protestantes du wokisme dans le monde anglo-saxon, etc. On parlait des Great Awakening protestants dans l'histoire du XXe siècle américain. C'est l'occasion de garder votre étiquette dans laquelle on peut avoir un débat face à woke, anti-woke, versus l'alternative qui, c'est ce que rappelle très bien Samuel Fitoussi, me semble être la seule autre alternative. On a des militants qui disent « Bonjour, je suis militant antiraciste ». Et qui vont par ailleurs trier les gens par mesure de crâne, par couleur de peau, machin, faire de la ségrégation antiraciste. Et en face de cette personne-là, vous êtes quoi ? Vous arrivez, bonjour, je suis pas d'accord avec vous, vous êtes militant de racisme. Ça, je suis d'accord avec vous, puisque déjà, dès le début, il y a quand même une hiérarchie. Moi, ça veut dire que si je ne me reconnais pas comme woke, c'est donc que je suis endormie. Donc eux-mêmes créent une hiérarchie alors qu'ils veulent des rapports horizontaux. Je pense juste que quand même, ça perd les gens, le terme woke. Ça perd les gens, et c'est pour ça que je voulais juste, et parce que je ne suis pas essayiste, je ne suis pas philosophe comme vous, je ne suis pas éditorialiste, je suis journaliste. Et donc, je voulais rester sur des faits en me disant, et d'ailleurs, ça ne loupe pas. Je fais énormément de rencontres dans toute la France, même à l'étranger aussi. À chaque fois, les gens, on a beau parler, ils me disent, mais finalement, c'est quoi woke ? Et ils me demandent tout le temps, c'est quoi le profil ? Vous pouvez nous dire, ils votent quoi ? Ils sont où ? Et ben ça loupe pas. On en revient du prosaïque. Mais par contre, c'est pour ça que j'entends, Chloé Morin, par exemple, a fait une sorte, c'est la première à avoir fait, des statistiques. En disant juste, voilà, elle a fait un panel, un sondage, et elle s'est rendue compte qu'un Français sur 5, je crois 30-35%, adhèrent à des idées dites woke. Il y avait 21% des Français interrogés qui adhéraient à l'idée de faire des espaces en non-mixité choisie. Savoir comme moi je l'ai fait, parce que c'est ça. Et il y avait même 29% qui étaient pour le fait de cancel des œuvres dites problématiques.
qu'elles soient littéraires, cinématographiques. Donc en fait, là où, et pourtant, il n'y a pas 35% des Français qui se reconnaissent comme dit woke. Bien sûr, mais ce que je partage complètement l'avis, c'est de dire, c'est intéressant de partir du bas, au sens de dire, regardons les faits, regardons les idées, regardons les concepts, et à partir de là, on quantifie à peu près un phénomène, on le dessine, et moi, c'est ce que je fais beaucoup dans l'introduction du livre, avant d'arriver à comment on étiquette la chose, de quoi parle-t-on. Et c'est vous, et d'où ça vient aussi, exactement. C'est ça qui est intéressant. Et même de dire, bon, après, moi, je tiens un peu au mot, mais c'est pas l'essentiel, je tiens plutôt à parler de la chose. Oui, je ne me suis pas senti cancel par vous. Non, bien sûr, mais de dire, voici ce que c'est. Maintenant, réfléchissons au fait de le nommer, mais de ne pas faire l'inverse, qui est une rhétorique, je dirais, nominaliste dans une bonne partie de la gauche, qui est « je ne suis pas d'accord avec la chose, avec la définition, avec le mot, donc ça n'existe pas ». C'est ça. Et ça, c'est insupportable. J'ai eu encore à une conférence au salon du livre antiraciste de la LICRA, là, dimanche, c'était génial, très beau moment. On a eu un débat avec un monsieur philosophe qui disait justement, il en a fait le titre de son livre, « Le wokisme n'existe pas ». Il a expliqué pourquoi le wokisme n'existait pas selon lui. Je passais après lui, j'ai juste dit au public, je vais vous raconter la Pride radicale dans le détail et je vais vous expliquer comment en France en 2022 on a appliqué des lois de ségrégation raciale avec le consentement de tous. Et après, vous en ferez la décision de savoir si oui ou non pour vous le wokisme existe ou n'existe pas. Et c'est pour moi, j'y reviens, là où le clivage abstrait-concret est très précieux dans cette situation-là. Et c'est pour ça que je préfère rester la plus factuelle possible. J'entends pleinement. Alors, ici dans Transmission, on aime bien essayer de faire l'éloge de la lecture pour faire lire notre génération. Vous la suivez beaucoup, notamment sur TikTok, pour Le Point et autres. Essayez de les faire lire. Essayez de faire lire un cerveau qui lit sur TikTok, c'est pas évident. Oh, ça se fait. Ça peut se faire. Il y a un BookTok états-unien j'ai beaucoup écrit sur le BookTok. Tout à fait, c'est pour ça que je le mentionne. Et est-ce que vous, dans votre vie, il y a un ouvrage que vous auriez aimé avoir lu plus tôt et qui vous a marqué dans votre construction intellectuelle? Alors moi, en fait, j'ai des parents qui m'ont fait lire très tôt beaucoup de choses. Et du coup, ça serait plutôt des livres que j'aurais aimé avoir lus plus tard. Parce que intéressant, vous l'avez lu trop tôt. Je l'ai lu trop tôt. Et c'est un auteur que j'ai lu trop tôt qui s'appelle Barjavel. D'accord. Et je pense justement, René Barjavel, et je pense justement à des livres comme Ravage. Ravage, c'est vraiment une dystopie qui explique ce que serait un monde si d'un seul coup, il n'y a plus l'électricité. Et on en retombe au concret. Donc il y a des gens qui sont coincés par exemple dans des gratte-ciel qui ne dépendent que d'ascenseurs, qui sont coincés là à vie. D'autres qui retournent à du prosaïque et du concret qui est l'agriculture, sans l'électricité. Et en fait, comment revivre sans électricité? Et je pense que c'est vraiment dans les dystopies, René Barjavel est le meilleur. Et je crois que c'est cette fascination que j'ai pour les dystopies qui m'a donné envie de faire cette enquête et de faire ces livres et toutes les enquêtes que je fais justement. Mais je pense qu'il y a une fascination dans notre époque pour les dystopies plus généralement. Si on regarde les films. Mais oui, mais parce qu'elles font très peur. Là, tout ce qu'on décrit nous, c'est un peu une dystopie. À chaque fois que j'en parle, on me dit oh, South Park l'avait prédit, ou oh, les Simpsons l'avaient dit, ou oh, voilà, il y a vraiment un côté, on veut rechercher sur soit dont on faisait une satire à l'époque, ou qui était une inquiétude ou de l'humour, et qui aujourd'hui devient réel. Très franchement, votre ouvrage, vous le donnez à un Français des années 90, c'est une dystopie. C'est vrai. Et une dystopie terrifiante. C'est vrai. Mais encore plus terrifiante pour eux que pour nous. Nous, on s'y habitue par accoutumance. Nous, on s'y habitue, et c'est vrai. Et c'est vrai que les gens ne croiraient pas. Non. Et d'ailleurs, des confrères me l'avaient dit en me disant que ça serait intéressant à relire ce livre-là dans quelques années, pour voir si ça évolue. Voilà. Et dernière question, plus généralement, qu'est-ce que vous, la lecture, vous a apporté et vous apporte encore aujourd'hui dans vos travaux, dans votre travail au sens large? Alors moi, je suis constamment en lien avec la lecture. Je lis tous les jours l'actualité, je lis aussi des livres, je lis beaucoup de romans, je lis des essais. Donc c'est quelque chose qui va me nourrir déjà au niveau purement stylistique. Et ça aide beaucoup quand on veut écrire, qu'est-ce que soit ce qu'on veut écrire, une lettre de motivation, un mail en passant par un article ou un témoignage. Donc c'est vraiment quelque chose qui va me nourrir. Et alors on vous l'a fait le cliché d'une fenêtre sur le monde, mais c'est vrai. Pas encore. Pas encore, je vais le faire. Alors dans ce cas-là, c'est vrai que dans un monde où on en vient à cancel, à brûler des livres, soit parce qu'ils sont accusés de propager une idéologie LGBT, moi je ne suis pas d'accord avec ce terme-là, mais on ne va pas débattre dessus, soit au contraire parce qu'ils sont accusés d'être problématiques, discriminants et violents. Moi je pense qu'aujourd'hui encore plus, il faut qu'on lise des livres plutôt que de les brûler et pendant qu'on les a encore.
parce Oui. que ça se trouve, on les aura plus La tard. certains livres. numérisation déjà. Avec la numérisation, avec le fait d'effacer, avec le fait, quand on voit des livres dits problématiques qui doivent disparaître, qui nous dit que dans 20 ans, on n'aura peut-être plus accès à Harry Potter. Oui, quelque chose de rassurant dans la permanence C'est ça. du livre physique. Et quelque chose d'inquiétant dans Ouais. le contenu de ce livre-là, qui est, encore une fois, que je recommande chaudement à ceux qui nous écoutent. Nora Bussini, merci beaucoup Merci pour beaucoup. votre C'était patience et passionnant. votre présence. Et une prochaine fois avec grand plaisir. Avec joie. Merci.